Alors bonjour, je suis Christophe Olivier, je viens vous parler de bioclimatisme, c'est-à-dire de la relation entre les hommes et le climat, et plus particulièrement la manière de construire, où ils ont construit leurs bâtiments pour se protéger du climat depuis les temps immémoriaux. Et depuis les temps immémoriaux, c'est intéressant parce que vous imaginez bien qu'un homme qui sortait du paléolithique avait un niveau de connaissance qui était relativement faible, mais il ne manquait pas de bon sens, c'est logique, et c'est cette logique que vous pourrez utiliser dans vos projets. Le bioclimatisme en soi, c'est un mot un peu à la mode, un peu galvaudé, on ne connaît pas trop. Du moins, on a une idée de ce que ça veut dire, mais on ne sait pas très bien. Alors la première réaction, c'est dire bio, c'est l'homme, climat, c'est le climat, et donc ça doit être entre les deux. Le vrai mot, le mot originel, mais qui pour lui a changé de sens, c'était oikos logos, savoir construire une maison. Logos, c'est savoir, le discours de savoir, et oikos, c'est le foyer, la maison. Qui a donné écologie, et écologie maintenant a un sens forcément un petit peu différent, mais c'était ça le mot originel. Alors, pourquoi le bioclimatisme est intéressant? Ben, écoutez, rendez-vous compte que les maisons françaises construites avant 1850 consommaient jusqu'à 200 kWh par mètre carré. Les maisons modernes consomment plutôt 400 kWh par mètre carré. Je ne parle pas de l'ère 2020, je parle des maisons années 70. Donc on a plutôt baissé en qualité par rapport à ce qu'on savait faire avant, malgré des matériaux qui sont nettement performants. On a des joints, on a des fenêtres, on a des bétons, des tas de choses. Ok, l'histoire du bioclimatisme. On va commencer à la fin du paléolithique, à la fin des ères glaciaires. Cette fin des ères glaciaires, elle est marquée. Donc, la dernière ère glaciaire, c'est ce qu'on appelle le Drias récent, c'est-à-dire jusqu'à 12 000 avant aujourd'hui, à peu près, 12 000 ans avant aujourd'hui. Et tout d'un coup, il y a un astéroïde qui est tombé sur la Terre, qui a explosé au-dessus de l'Atlantique, et qui a créé un réchauffement. Alors vous me direz, le réchauffement climatique, on sait ce que c'est. Oui, sauf que là, le réchauffement climatique, c'était 15 degrés. C'est pas 2 degrés, c'est 15 degrés, et en 40 ans. Bon, bref, donc un réchauffement colossal. Tout d'un coup, on part d'une ère glaciaire et on remonte à toute vitesse vers un interglaciaire, une période chaude, qui va être remarquablement long. Et c'est toute cette histoire que nous vivons, ce qu'on appelle l'Holocène. Donc ça commence après le paléolithique. Après le paléolithique, c'est le néolithique, l'âge de la pierre taillée. Et l'âge de la pierre taillée, il est dû essentiellement à un peuple qui s'appelait les Natufiens, qui vivait autour du Jourdain, qui a dû inventer des arcs tous de même taille, avec des flèches donc toutes de même taille, avec des pointes de flèches toutes de même taille, et donc spécialiser des artisans pour qu'ils taillent des pointes de flèches de même taille et de même poids. Et ce niveau de technologie tout à coup est tel qu'on appelait ça la nouvelle pierre, donc le néolithique. Il y a eu d'autres peuples à cette époque-là d'ailleurs qui sont apparus, mais pour vous donner une idée plus palpable de ce que c'était ce réchauffement climatique. En 40 ans, donc en 2 générations, les Natufiens vivaient donc dans une forêt très giboyeuse autour du Jourdain, donc Israël, Syrie, Liban, enfin ces coins-là. Eux chassaient l'ours. Leur base, c'était la chasse à l'ours, et ils chassaient l'ours dans la forêt au filet. Et ils attrapaient l'ours dans le filet, et après ils le tuaient avec les propulseurs. Enfin, avec des saguets, si vous préférez. Leurs petits-fils, donc 40 ans plus tard, vont être contraints de chasser, non pas l'ours, il n'y en a plus, il n'y a plus de forêt, ils chassent la gazelle dans un désert entrecoupé de troncs d'arbres séchés, mais c'est devenu un désert. En 40 ans, ils ont dû s'adapter à ça. Et ça les a obligés à se fixer. Alors je vais m'expliquer pourquoi ça s'est fixé, c'est pas du coup la construction, mais ça va vous situer le problème. Tout d'un coup, les terres se réchauffent colossalement, et tout d'un coup, les pluies se mettent à tomber ailleurs, beaucoup plus au nord. Disons que les pluies qui tombent sur le Jourdain, d'un coup, se mettent à tomber au niveau de la Hongrie ou de la Tchéquie, enfin par là-bas. Donc eux se trouvent dans un désert, les petits animaux aussi, leurs proies, et ces proies commencent à se concentrer sur les points d'eau, et eux se concentrent, puisqu'ils les chassent, eux aussi sur les points d'eau. Donc ce qu'on appelle les clans, donc les grands groupes
de cousins éloignés se trouvent obligés de se concentrer sur ces points d'eau. Et puis les animaux, quand c'est surbrouté, quand il commence à avoir plus d'eau, s'en vont, ils vont ailleurs. Et donc là, il y a eu deux stratégies chez les humains. Ceux qui, la plupart, ont suivi les animaux, mais ceux-là sont morts. Ils n'ont pas réussi à tuer les animaux qui couraient après l'herbe, qui disparaissaient. Et ceux qui sont restés sur le point d'eau, et c'est le cas particulier des natufiens. Donc ils étaient groupés autour de ce point d'eau et ils ont construit. Et ce sont les premiers villages, ce sont les premières maisons fixes. C'est pour ça que j'assistais. Comment ils ont fait leur maison? Ils ont fait des trous. Ils ont creusé des maisons qui font toutes 1,40 m de profondeur. Et, soyons précis, elles font toutes exactement 1,40 m de profondeur. Elles ne font pas 1,60 m, elles ne font pas 1,20 m, elles font 1,40 m. Toutes. Donc il y aura une raison pour qu'elles soient toutes à la même profondeur. Alors dans ces maisons, il y en a qui ont des puits, dont on a marqué que certains n'avaient jamais eu d'eau, ce qui est assez logique, parce qu'en fait c'était plutôt des frigidaires. On va en parler un peu plus tard avec le stockage de l'air frais. Ou parlons tout de suite. L'air frais de la nuit tombe dans ces trous qui sont les maisons, et dans ces trous, certains de ces trous, il y a un puits, donc un trou encore plus profond, et l'air le plus froid se concentre là. Et donc ce trou le plus profond des maisons les plus grandes, eh bien ce trou, c'est le frigidaire. Donc on le couvre avec une peau ou ce qu'on veut, et on garde l'air frais le plus longtemps possible, et éventuellement on peut conserver la viande quelques jours, puisque les chasses ne sont pas très simples. Accessoirement, c'était des peuples, enfin, ce passage au néolithique, ce passage de ce réchauffement climatique cataclysmique a été mené plutôt. Les peuples qui s'en sont le mieux sortis sont ceux qui étaient dirigés par des femmes, en l'occurrence, des matriarcats. Alors pourquoi 1,40 m de profondeur? Parce que c'est un très bon compromis. C'est un très bon compromis entre la masse terrestre, le déphasage des températures du climat, alors déphasage, comment s'employer un mot un peu compliqué. On va reparler du déphasage, ce sera plus simple. Mais disons que dans ce trou, on sentait la température qu'il y avait 3 mois avant, et non pas la température immédiate de l'instant. Pour creuser ces trous, ils ont fait des feux, parce qu'ils n'avaient pas d'outils. Ils avaient des lances en bois en général, des épieux. Et donc ils ont fait des feux, et comme c'est une terre un peu argileuse et très pierreuse, ce feu, à force de chauffer la terre, dégageait les pierres, et donc il suffisait de balayer les braises, et avec le pieu d'enlever les pierres, et on arrivait à dégager avec des omoplates d'animaux, la terre qu'il y avait autour, et petit à petit creuser. Une maison d'1,40 m de profondeur, des 3 mètres de diamètre, ça devait prendre, on pense, 3 à 4 mois à être construit. Donc, évidemment, pas de pioche, hein, c'est les pieux et l'omoplate d'animal, d'ours en général. C'est aussi, les maisons natufiennes sont aussi celles où on trouve les premières traces de chaux. Mais elle n'a pas été très utilisée, donc c'était peut-être plus accidentel qu'autre chose, mais on trouve les premières traces. On a aussi à cette époque d'autres peuples qui ont survécu, en particulier les peuples d'Anatolie, donc Turquie, des hauts plateaux turcs, et qui, eux, sont centrés sur le point d'eau sans doute, mais oui, parce que c'était des rivières qui étaient sous des grands lacs glaciaires, mais surtout, ils se sont centrés sur des temples religieux. Et c'est là qu'on a les premiers grands temples, Göbekli Tepe, qui est le plus ancien temple qu'on connaisse, qui est daté précisément de 10 274 avant Jésus-Christ, puisqu'il y a une fresque qui représente une sculpture sur un pilier qui représente une position des constellations qu'on a pu dater précisément. Et eux, ils ont creusé aussi, entre 1,20 m et 1,40 m de profondeur, donc les mêmes profondeurs. Ce n'est pas exactement la même terre, donc plus logique, une petite différence avec les natufiens, mais même principe, ils sont allés chercher la masse thermique. Parce que leur problème, finalement, c'était qu'ils commençaient à inventer, puisqu'ils se fixaient, ils ont commencé à inventer l'agriculture, ils ont arrêté de glaner des plantes, ils ont commencé à les faire se reproduire près de leur village, et il fallait les conserver pour pouvoir manger en hiver. Les natufiens, comme les Anatoliens, ont planté en particulier des pistachiers, des pistaches en grand verger, et aussi
des figues. C'est assez amusant que ce soit deux plantes dont les fruits se conservent aussi bien et qu'ils aient choisi, malgré la distance entre deux, et ils ne se connaissaient pas, les mêmes plantes. Mais la pistache a un défaut, c'est que s'il fait trop chaud, elle rancit. Donc il fallait avoir une température stable et plutôt fraîche. Donc s'il faisait 40 degrés dehors, tout à coup, il fallait que dedans, il fasse 20 degrés. Donc comment on faisait? La solution était de creuser. Donc si vous construisez votre projet, que votre problème, c'est la chaleur extérieure, ce qui peut nous arriver, que vous n'avez pas de moyens, l'une des solutions les plus logiques, c'est que la base de votre maison, en tout cas ses fondations, si elles sont isolées, se trouve sous le niveau de la terre et idéalement à 1,40 m. Un peu plus parfois, on s'expliquera là-dessus. Après les natufiens et leurs trous, et oui, on va dire ça comme ça. Après les natufiens, leurs descendants, les murébétiens. Donc en fait, ce sont les descendants des natufiens, mais ils se trouvent aux étudiés plutôt dans un village qui s'appelait Murébète, d'où le nom qu'on leur a donné. Les murébétiens s'étaient petit à petit déplacés du côté. Les natufiens étaient plutôt du côté ouest, du côté méditerranéen du Jourdain, et les murébétiens sont plutôt du côté syrien, du côté de terre. Et eux, plus ils vont grandir et se multiplier, plus ils vont coloniser la partie désertique, qui à l'époque était beaucoup moins, et se trouver confrontés à un autre problème, c'est qu'ils vont construire des villages, des endroits où il n'y a pas cette fameuse terre et ces pierres qu'ils avaient avant, et faire un trou, quand c'est dans du sable, c'est pas commode, parce qu'il faut le stabiliser, enfin c'est pas très simple. Alors eux, ils ont inventé... Non, ils ne sont pas inventés. Ils ont isolé leur maison. Et pour isoler leur maison, ben, ils ont fait simple, ils ont ramassé toutes les branchailles, toutes les tiges des granulés, des blés, on va dire, pour simplifier, pardon, de la paille, oui, qu'ils ont pu, et ils en ont fait des toits très épais, de 60 à 80 cm d'épaisseur, qui isolaient des cabanes en bois montées dessous. Alors les cabanes étaient avaient toute la même taille à peu près, et toute la même taille, on va dire. Cette taille est déterminée par la longueur des roseaux. Donc un roseau, quand on le coupe, ça peut porter 2,20 m de longueur. Et c'est à peu près constant. C'était même tellement constant que c'était devenu la norme, c'était devenu la mesure de base des Provençaux plus tard, ce qu'on appelle la canne. Donc 2,20 m, donc leur pièce, il y a 2,20 m, deux piliers, 2,20 m, et puis après une entrée qui est couverte aussi, 2,20 m. L'entrée est orientée principalement au sud, donc cette avancée d'isolant sur 2,20 m devant la porte faisait l'ombre à l'entrée, et donc le soleil ne tapait pas sur la seule ouverture. Les parois, on n'est pas très sûr, on sait que les bases étaient à base de pierres empilées, comme des murs de pierre sèche, tenues avec un peu de terre ou d'argile, mais on n'est pas très sûr de ce qu'il y avait au-dessus. On pense qu'il y avait aussi de la même paille, mais vu l'époque, tout ça a écroulé, on a un peu de mal à séparer la paille du toit et la paille des murs, donc c'est le principe. Juste un petit mot sur l'histoire. L'entrée de ces maisons murébétiennes, comme les natufiens d'ailleurs, mais murébétiennes, c'était mesurer moins de 60 cm d'épaisseur, de largeur, c'est-à-dire qu'elle n'aurait pas laissé passer un tigre à dents de sabre, ce qui était le prédateur naturel des humains, et qui en fait avait disparu au moment du Trias récent, bon, ce réchauffement climatique catastrophique, ils sont tous, en tout cas en Europe, ils sont tous morts. Donc en fait, on n'en souffrait plus. Mais l'histoire, la religion, on ne sait pas très bien, avait gardé ces dimensions. Donc là, on était vers 9000 avant Jésus-Christ. 9-10 000. Non, avant Jésus-Christ, avant aujourd'hui. 12 000, 10 000. 9 000 avant Jésus-Christ. Après, les peuples... Ah bah, il y a Kérikotia. Kérikotia, c'était donc la première ville qui va être créée. Donc on est aussi en Turquie. Non, on est plus près de la Grèce. Mais Kérikotia va rester la plus grande ville du monde pendant au moins 3000 ans. Donc c'est la plus grande ville qui a resté le plus longtemps, la plus grande ville du monde. Même principe, maison enterrée. Eux, ils avaient mis au point... Ils avaient des maisons avec des murs à base de pierre sèche, mais ils avaient mis au point donc, des piliers centraux, toujours en pierre sèche montée, qui leur permettaient d'habiter des maisons plutôt rectangulaires ou carrées, angle droit, et non plus les maisons rondes originelles.
Et on va retrouver ce motif, enfin, on a encore ces maisons rondes originelles en Grèce vers 8000 avant Jésus-Christ, 8500, à Sesclo en particulier. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le toit et les murs sont encore relativement isolés. On ne sait pas très bien. On sait qu'en Provence, un peu plus tard, vers 8000, c'était à base de mottes d'herbes retournées, donc les racines à l'air, les racines vers la pluie. Mais ce qui est intéressant, c'est le dessous. C'est-à-dire qu'en fait, ils faisaient toujours leur trou d'1,40 m de profondeur. Et au fond, ils mettaient des roseaux pour isoler l'humidité. Puis ensuite, ils mettaient du charbon de bois pour gérer cette humidité. Et puis ensuite, ils mettaient de la terre tassée, on dirait la terre battue. Ils devaient danser dessus pour taper un roue de talon dedans pour qu'elle soit bien serrée. Donc le principe bioclimatique était plutôt sur le sol. Comment gérer cette humidité du sol? Je vous parle de ça de manière différente. Quand on était au Natufien, les maisons étaient en fait des locaux où on gardait, des espaces où on gardait les récoltes et sur lesquels on dormait. J'imagine qu'on mettait un peu de paille dessus et on dormait dessus. Là, quand on est à Sesclo, donc vers 8500, donc on a donc mis 1500 ans, on commence à avoir des maisons spécialisées pour les hommes, des habitats spécialisés pour les hommes et des bâtiments spécialisés pour garder les récoltes. Mais bref, donc le principe, c'est... Vous connaissez Sesclo, c'est ces statues de déesses ou de femmes très calipiges. Enfin, vous avez déjà vu ces images-là. Donc la Provence, même principe. Le toit était moins conique, était plus arrondi. Et donc les mottes d'herbes retournées pour se protéger des pluies, éventuellement d'orage, et isoler la maison. Et puis, 8000 avant Jésus-Christ, là on arrive à l'époque de Jéricho, qu'on a cru pendant très très longtemps être la plus ancienne ville du monde. La tour de Jéricho date de cette époque-là. Alors en fait, elle ne date pas tout à fait de cette époque-là. Elle est datée au carbone 14 de cette époque-là, mais la datation au carbone 14 de cette époque-là, c'est pas non plus 8000 avant Jésus-Christ, il y a une marge d'erreur assez importante. Et je vous montre là une courbe du climat. Alors cette courbe, elle est fausse. On va la prendre plusieurs fois, donc je vais essayer de vous l'expliquer rapidement. Elle est fausse parce que le trait fait déjà un siècle d'épaisseur. Et elle est fausse parce que c'est une moyenne sur 1000 ans. Donc les effets de bord font que vous ne pouvez pas prendre en compte ce qui est sur les côtés. C'est une estimation vague. Mais le milieu est assez juste et vous voyez que ce climat se répète à peu près tous les 800 ans. On a les températures montent, puis descendent, puis montent, puis descendent. Donc notre interglacier, entre guillemets, est assez stable. Dès qu'on arrive à 3000 avant Jésus-Christ, on va arriver, donc on est au déluge, on va arriver là à une concentration de villes qui ne sont plus des villages, qui sont des villes spécialisées, avec des artisans, avec des bâtiments spécialisés pour la production, des bâtiments spécialisés pour le stockage, des bâtiments spécialisés pour l'habitat. Et comme on a concentré tous les biens dans ces bâtiments, dans ces silos, ou dans ces... je ne sais pas comment on appelle ça, moi, un corral, enfin un endroit où on garde les animaux qu'on a domestiqués, il faut se protéger du vol. Et ce sont les premières murailles, l'apparition du bouclier, l'apparition du boulier aussi d'ailleurs. Enfin, c'est l'apparition on va dire, des premières civilisations. Vous les connaissez, ces civilisations du croissant fertile, de l'Égypte, du peuple de l'Indus, pas encore en Chine. À ce moment-là, il pas encore. Enfin, il y a déjà des peuples, mais ils sont très très en guerre tout le temps avec eux. Ils s'épuisent plutôt à être en guerre qu'à avancer techniquement. Mais donc, ce sont les premières grandes civilisations. Et donc, on a découvert, bien entendu, la céramique depuis longtemps. Et là, on arrive à l'âge du bronze. Donc, on commence à avoir des outils coupants qui ne sont plus des pierres coupantes, c'est plus obsidienne, c'est le bronze qui compte. Et quand le bronze compte, quand on parle du bronze, ce qui est important, c'est l'étain. Dans le bronze, en partie cuivre, on trouve à peu près partout. Chypre en particulier était le centre. La mine de toute l'Europe, c'était Chypre. Mais le bronze, c'était très difficile. On a trouvé d'abord en Afghanistan, par le peuple de l'Indus, et puis après on a trouvé
vers l'Anatolie, et puis finalement, vers la fin de l'âge du bronze, on ira le chercher d'abord en Espagne, avec les Celtes, et puis après vers l'Angleterre. Mais le bronze permet des outils. Donc tout d'un coup, on a des houes, on a des outils pour des serpes, des outils qui sont en métal et qui sont reproductibles à peu près à l'identique par des forgerons, ce qui permet beaucoup de spécialisation. C'est aussi l'époque où l'agriculture devient une affaire de muscles. Parce que tout le problème dans ces grandes civilisations, donc c'est des civilisations qui sont basées sur des fleuves coulant sur un axe nord-sud, qui ont d'énormes alluvions, qui débordent tous les ans de manière importante. Alors le Tigre et l'Euphrate, on le sait sans doute moins, ont tendance ce sont des fleuves qui s'écoulent au-dessus du sol. Ils s'écoulent dans leurs alluvions. Ils en ont tellement eu que petit à petit ils sont au-dessus du sol, donc il y a un dénivelé. Et ce dénivelé, on va l'utiliser pour arroser de plus en plus loin. Le peuple de l'Indus arrivait à arroser jusqu'à 100 km du fleuve, ce qui est quand même faramineux, Sarasvati. Et l'agriculture consiste surtout à lever la terre, bouger de la terre, lever la terre, bouger de la terre, et arroser. Donc c'est du muscle dont il s'agit, c'est donc beaucoup plus les hommes qui s'en sont occupés que les femmes, et on est passé de la femme qui était les premières cultivatrices à l'homme cultivateur, mais cultivateur en force, on va dire. Les rôles hommes-femmes vont donc évoluer. Et il y a un truc un peu bizarre, il semblerait, en tout cas sur la partie du croissant fertile, que cette terre qu'ils ramassaient pour faire leurs canaux, ils en ont entassé une très très grande partie dans leur capitale. Donc il y a une espèce d'énorme monticule qui évidemment était en même temps pouvait servir de refuge en cas d'inondation, pouvait servir de refuge en cas d'attaque, etc. Et ces énormes monticules, petit à petit, ils vont ceinturer une muraille en bas, qui servent aussi à tenir la terre d'une part, et puis qui monte à 6-8 mètres, éventuellement avec une plateforme, puis une autre muraille, puis une plateforme, puis encore une autre muraille, et puis en haut le palais du roi auto-élu, on va dire, du roi, donc, et dessus le temple. C'est assez intéressant comme logique. Enfin, vous avez la religion, après vous avez le pouvoir, et après vous avez les stocks et les armées. Et après le peuple. On va retrouver ça assez longtemps, mais là c'était visuel. Ça s'appelle les ziggourats. L'une des ziggourats les plus connues, c'est une ziggourate qui a été construite à Babylone, juste à côté d'un fleuve, l'Euphrate. Et l'Euphrate alimentait des roues à aubes. Je vous rappelle qu'on est en 3000 avant Jésus-Christ, hein, donc il n'y a pas de planche, il faut les faire. Il n'y a pas de scie en particulier. Il n'y a pas de métal, il n'y a pas de fer, c'est du bronze. Hein, ça coupe, mais pas tant que ça. Il faut l'aiguiser souvent. Et ils arrivaient à faire des roues à aubes, et le courant faisait tourner la roue à aubes qui montait de l'eau, puis une autre roue à aubes qui montait de l'eau, et qui arrivait à arroser des jardins qui étaient hors sol, donc jardins suspendus au-dessus de ces murailles qui faisaient... Babylone, je ne suis pas très sûr, je crois que c'est 8 mètres de haut, peut-être 9. Et donc au-dessus de ces murailles, il y avait un verger. Et dessous, sans doute quelques plantes et quelques cultures, mais c'est surtout le verger qui est intéressant. Abriter des animaux, abriter des autres hommes, et que l'on voyait de très très loin, comme un drapeau. Il y avait une espèce d'immense plaine. C'était une plaine, à l'époque c'était pas aride, il y avait de l'élevage, mais c'était un peu de l'élevage extensif, c'était pas très luxuriant. Et là-dessus, une espèce de monticule énorme, entouré de murailles, et dessus un jardin qui sortait de nulle part. Et c'était donc la merveille du monde qu'on appelle la ziggourate de Babylone. À cette occasion, on a utilisé des briques. C'est sans doute, alors difficile à dire, mais en tout cas, dans le croissant fertile, c'est sans doute le premier bâtiment de grande dimension construit en briques. Mais de fait, c'est surtout le peuple de l'Indus. Donc le peuple de l'Indus, c'est la limite entre le Pakistan et l'Inde, cette frontière-là. Il y avait un fleuve qui s'appelait Sarasvati, qui est devenu... qui s'est épanché dans les sables et qui a fini par disparaître.
eux, ils ont inventé les briques. Alors, il y a une brique très particulière. La brique faisait une largeur, une mesure en hauteur, 2 mesures en largeur et 4 mesures en longueur. Donc, souvent, quand on les tournait, on pouvait les empiler infiniment sans avoir les coupés, etc. Et alors, eux, ils ont colonisé l'eau de manière extraordinaire. Ils avaient pour l'irrigation, c'est clair, mais ils avaient des fontaines dans les villes, parfois ce qu'on pense être des hôpitaux qui étaient alimentés en eau, des sols pavés, et souvent au milieu de la ville, une rue qui traversait la ville complètement, droite, et qui pouvait être fermée sur les côtés, enfin les rues qui aboutissaient, de façon à ce que quand il y avait la grande inondation, l'inondation ramasse tout ce qu'il y avait dans cette avenue, on va dire. Et c'était donc tous les déchets secs étaient posés là-dessus, et une fois par an, la grande inondation arrivait, et hop, nettoyait tout. Donc en fait, les rois de la brique, c'était eux. Vous connaissez en fait, alors le peuple de l'Indus, ça ne vous dit pas grand-chose, que vous ne l'avez pas pris à l'école sans doute, mais vous les connaissez parce que c'est eux qui ont fondé une médecine très particulière basée sur des plantes et sur des massages qu'on appelle des postures, qu'on appelle les Ayurveda, qui est donc la première médecine de l'histoire, de très loin. Ils écrivaient bien entendu aussi. C'était un peuple non guerrier. C'était protégé de deux côtés par des déserts, de l'autre côté par l'Himalaya. Il y avait le côté mer où il fallait se protéger, mais enfin bon, ils avaient plutôt une police qu'une armée. D'excellents artisans, en particulier sur les pierres et sur les métaux. L'enchantissement de Babylone. L'Égypte, alors l'Égypte à cette époque-là, comment vous dire ? Vous avez toujours cette immense oasis qui est le Nil, et autour c'était encore verdoyant. Il y avait encore, donc entre guillemets en Jésus-Christ, beaucoup d'animaux, un élevage extensif, où il y avait encore des vaches. Hein, c'était pas que de la chèvre et du mouton. Et petit à petit, donc toutes ces zones vont s'assécher et il ne restera plus que le centre, et donc on passera à la chèvre et au mouton. Que le centre, c'est-à-dire le Nil, pardon. Les temples égyptiens, donc les temples, c'était la richesse. C'était eux qui portaient l'impôt. Et les temples égyptiens étaient construits pendant la saison d'inondation, bien entendu, par tous les ouvriers locaux, par tous les cultivateurs qui étaient réquisitionnés. Ils subissaient un vent qui était à peu près constant, assez faible, mais constant, qui partait de la Méditerranée, fraîche, vers le Sahara, chaud, et qui balayait tout le temps. Donc un vent nord-sud, et qu'ils vont utiliser largement. La zone se désertifiant, les amplitudes thermiques sont très très importantes, c'est-à-dire que la différence de température entre le jour et la nuit avoisine les 30 degrés. Donc c'est des températures... énormément de différence de température entre le jour et la nuit. On a froid quand on dort et très chaud le jour. Donc ils vont utiliser ce vent pour créer des ventilations forcées. On le voit entre autres dans le comment s'appelle, Der Médine, dans comment on peut appeler ça, des bâtiments collectifs, on va dire, voilà, des maisons juxtaposées, toutes identiques les unes aux autres, alignées sur 2 rues. Ou 2 avenues, qui servaient à abriter les artisans qui, à l'année, construisaient les tombeaux des rois et encadraient les constructions des pyramides, globalement. Et ces bâtiments ont tous une fenêtre qui a bascule et qui donne, même pas une fenêtre, c'est un ouvrant sur le toit qui est orienté pour capter et forcer le vent qui vient du nord pour qu'il rentre dans la maison, et qu'il balaye dans la maison, qui tourne, et qui sorte 2 pièces plus loin, en ayant enlevé la poussière et rafraîchi les maisons en continu. Ça, c'est le premier système. Le second système, ils ont tous une cour, donc la rue, la pièce principale, qui est l'atelier, on va dire, la pièce de vie, les chambres, et un peu de stockage aussi, et puis cette espèce de petit patio, de petite cour arrière,
qui est toujours plus haut que les autres pièces, en particulier l'atelier. Et donc le froid qui tombe la nuit, l'air le plus froid de la nuit, se stocke dans ce trou, qui est une espèce de patio, et on peut entrer dans la maison de marche en marche, et les marches descendent toujours vers l'atelier, et donc rafraîchissent l'atelier, on peut travailler malgré les chaleurs ambiantes très élevées. Donc s'il y a 30 degrés de différence entre le jour et la nuit, vous comprenez bien que l'air de la nuit est 30 degrés plus froid que l'air le plus chaud du jour, et une fois qu'il est rentré dans la maison, il est protégé du vent, puisque la maison est fermée, il reste plus ou moins stocké là. Comme en été, quand on ferme toutes les fenêtres d'une maison en disant « je garde l'air frais que j'ai gagné cette nuit, surtout je ne l'enlève pas, je le garde bien précieusement ». Donc là, on est entre 3000 et 2500 avant Jésus-Christ. Ils vont aussi donc utiliser les briques, et là, ils vont commencer à faire des choses invraisemblables qui s'appellent les mastabas. Les mastabas, c'est donc des constructions de briques surmontées de terre, ou alors surmontées d'autres mastabas, puis d'autres mastabas. Enfin, la première pyramide, c'est Djoser, c'est donc 7 mastabas l'une sur l'autre. Et ces constructions étaient servaient, ont un caractère religieux, mais fondamentalement, elles servaient à garder les aliments. Il faut être bien conscient que autant dans le système du croissant fertile, le roi était censé protéger la population. Pardon, la population obéissait au roi, moyennant quoi elle était protégée par le roi des agressions extérieures, des agressions intérieures, donc la police, et de famine en cas de disette. Donc le roi était obligé de garder des quantités de stock de nourriture importants, de façon à ce qu'il n'y ait pas de disette, les gens vivent, son peuple survive. En Égypte, ce n'était pas le roi qui s'occupait de ça, c'était les prêtres, en particulier les prêtres d'Amon. Et donc leur temple était essentiellement des zones de stockage d'aliments qui devaient tenir la nuit, la nuit pendant l'hiver, mais qui éventuellement devaient tenir 2-3 ans si jamais il y avait une disette. Et ces mastabas, c'est ça, c'est des bâtiments faits pour stocker, très frais, avec des poteaux, des piliers qui sont tous les 1,50 m ou 2 mètres, donc il y en a beaucoup de piliers, surmontés de linteaux, et par-dessus, le tout en briques, et par-dessus on en mettait d'autres et d'autres, et on stockait là-dedans des aliments en quantité. Donc c'est un bâtiment dont je vous parle qui n'est pas un bâtiment d'habitation, ce sont des bâtiments soit de stockage, soit religieux. Donc la pyramide de Djoser, l'air de rien, si vous faites une mastaba et que dessus vous mettez une autre, et que dessus vous en mettez une autre, et que dessus vous en mettez une autre, il faut commencer à calculer comment ça porte. J'imagine qu'il y a eu des essais et des erreurs, quelques piliers qui ont dû s'effondrer pour qu'on comprenne comment ça fonctionnait. Mais à la fin, ça ne s'effondrait plus du tout, et donc ils ont bien compris ce qu'était un calcul de charge ou de portance. On ne sait pas très bien comment ils les faisaient, mais ils y arrivaient. Et le summum, c'est les pyramides. Et le summum du summum, c'est une pyramide qui est celle de Khéops. D'ailleurs, Khéops, juste un mot avant de parler de la pyramide. Beaucoup plus tard, donc là on est en 400 avant Jésus-Christ, mais beaucoup plus tard, donc vers 500, 1000 ans après, les Grecs, une fois qu'ils ont reconstruit l'une des plus belles statues, celle de Zeus, enfin jamais faite par Phidias en l'occurrence, toute d'or, d'ivoire, enfin bref, décident, comme ça au hasard, tiens, on va décider quel est le plus beau bâtiment du monde, en pensant qu'évidemment, c'est le plus beau monument du monde, ça allait être ça. Et Archinas a décidé, enfin, le groupe qui a des 7 sages qui ont planché sur le sujet, sont arrivés en disant en grec, le plus beau bâtiment du monde, c'est une pyramide vieille de 2000 ans à l'époque, ou 1000 ans, qui se trouve au fond du désert, là-bas, en Égypte. Parce que là, il y a la quintessence de tout ce qui est architectural. Les Grecs étaient très déçus, parce qu'ils pensaient que le temple d'Artémis, enfin bref, que leur monument à eux allait être bien entendu les premiers. Mais non, c'était cette fameuse pyramide de Khéops, où vous trouvez le nombre d'or, où vous trouvez l'inclinaison par rapport aux astres, où vous trouvez des faux angles plats. C'est pas une pyramide qui a 4 faces, en fait elle a 8 faces, avec un léger angle au milieu. L'aire d'Orient, elle est construite sur une base rocheuse, mais il y a 800 tonnes au mètre carré qui s'appuient sur les pierres du dessous, donc il faut qu'elles soient parfaitement lisses. Donc il y a un ragrillage en dessous. Comment ils l'ont fait, avec quoi ils l'ont fait? Maintenant, on sait qu'ils ont fabriqué la pierre, mais
pendant très longtemps, on ne savait pas, donc on était un peu étonné qu'ils y soient arrivés. Bref, le nombre d'or. Et Khéops. Accessoirement, pour Khéops, toutes les mesures sont sur le même standard. La coudée de Pharaon, toutes les mesures sont les mêmes, et le nombre d'or, c'est un truc d'arpenteur, pour une corde, et 1, puis 2, fait 3, puis 2, fait 5, enfin donc 3, 5, 8, etc. C'est la suite de Fibonacci, pour ceux que ça intéresse. Bref. Vers les Égyptiens, en Égypte, il y avait peu de bois, beaucoup de palmiers, mais peu de bois. Et ils utilisaient, pour s'approvisionner en bois, des commerçants de l'époque, qui sont les plus grands commerçants de l'époque, et certainement les meilleurs constructeurs de bateaux de l'époque, qui s'appelaient les Phéniciens. Et les Phéniciens, eux, vont construire des bâtiments. Alors, ils ne vivent pas au même endroit, ils n'ont pas l'avantage de ce vent continu du désert, ils n'ont pas de si grandes amplitudes thermiques, ils vivent sur des îles, dont la Crète en particulier, et ils ont un climat relativement tempéré, parce qu'il y a la masse thermique de l'océan autour, mais ils ont beaucoup de soleil. Et ils ont le même problème, il faut garder des aliments, etc. Donc, les aliments, ça ne pardonne pas, on ne peut pas avoir d'excès pendant, je sais pas, de canicule, parce que ça rancit, c'est foutu. Donc eux, ils sont mis à faire des temples d'abord surélevés, donc sur des marches. Ça, c'est parce que si vous surélevez et qu'il y a des marches, si l'air est froid de la nuit descend, il va aussi descendre les marches, puisqu'il se comporte comme un liquide. Pardon. Et de même pour l'humidité. Donc pas de moisissure à l'intérieur des temples, puisque l'humidité s'évacue avec ces marches. Devant le temple, côté sud, toujours une ombrière importante, qui est calculée de façon à ce que jamais le soleil, quand il dépasse 60 degrés, ne touche une façade, quelle que soit l'heure ou le jour de l'été, et qui par contre laisse passer la chaleur du soleil en hiver. Et sur les côtés, des débordements, pareil, des piliers beaucoup plus étroits, qui permettent de mettre à l'ombre les faces latérales sur les heures les plus chaudes. Plus il fera froid, plus ils vont peindre leur façade sud en rouge. Plus les motifs qu'ils vont y mettre seront peints en rouge. Et donc plus ils chaufferont en hiver. Mais on parlera de ces couleurs rouges après. Vers 2000 avant Jésus-Christ, 1500-2000, les Assyriens, alors eux, c'est le premier peuple du fer, de l'acier même. Enfin, disons du fer, pour simplifier, parce que l'acier était, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, très approximatif, mais bon, de fait, il était chargé en carbone, donc c'était un peu un acier. Et eux, ils vont pouvoir tailler les pierres, parce qu'ils vont inventer la scie. Et comme ils n'ont pas d'esclaves, ils vont faire tailler leurs pierres par des esclaves. Et donc, au-dessus de leur château fort de l'époque, on va dire, une espèce d'énorme muraille de 8-10 mètres de haut, qui étaient crénelés. Au-dessus, ils vont construire des temples, des palais. Des palais gigantesques, avec en particulier un système de ventilation traversante systématique. Je rappelle, là on est en 2000 avant Jésus-Christ, donc le croissant fertile a commencé est devenu aride. Il y a un changement climatique en 2000 qui fait que c'est devenu aride. Un vent froid et continu qui est sec, venu de Norvège, qui veut balayer toute l'humidité. Donc les pierres sont taillées, les scies permettent de tailler les pierres, permettent de tailler les poutres. On a du bois calibré, les dimensions sont toutes identiques évidemment. Les carreaux en terre cuite, certains sont émaillés. Non, pas certains. Dans ces palais, tous les carreaux en terre cuite sont émaillés. Chez le particulier, c'est autre chose. Mais c'est surtout le fait que ces pièces, ces grandes pièces, sont surmontées par d'immenses fenêtres qui doivent faire 2 à 3 mètres de haut, la fenêtre elle-même, donc sans verre, bien entendu, juste d'ouverture, mais face à face, et donc qui balayent l'air au-dessus des gens. Le principe n'était pas de voir la vue, le principe était de voir la lumière, et ces courants d'air sont au-dessus de la tête
des gens. Ce qui fait que les pièces étaient des pièces entre 4 et 6 mètres de haut, hein, donc des volumes très très importants, qui est tout à fait innovant en Israël. Vous connaissez, vous avez sans doute vu ces énormes taureaux qui font des sculptures en ronde-bosse, en demi-bosse, qui font des angles, qui ont 5 pattes. Dans chaque angle, chaque côté où on les voit, en fait, on en voit 4, mais pour en voir 4 de partout, il y en a des endroits mis 5. Enfin bon, très coloré, très décoré. Sans doute, enfin, les Égyptiens ont commencé à décorer beaucoup, mais c'était aussi pour mettre leurs écrits. Mais les Assyriens, c'est la décoration pure. Là, il y a une pièce dans les bleus, une pièce dans les rouges, des émaux, très beau. Donc, en 2200, ce grand refroidissement, donc ce vent de Norvège qui vient, ou arctique, on va dire, qui descend vers la pointe de l'Inde et qui assèche le croissant fertile, c'est un vent très froid. Il vient de l'Arctique. Et donc, c'est un peu pour lui froid tout à coup. Eh bien, c'est pas pour lui froid, mais aucun n'a eu besoin de construire plus de cheminées. Ils ont tous trouvé d'autres solutions. Les Égyptiens, ils ont rajouté des placards sur les façades nord de leur temple, de façon qui étaient pleins de tous les tissus, toutes les couvertures, etc., empilés dedans, qui faisaient pièce tampon et qui protégeaient, enfin qui isolaient en fait cette façade nord. Les Phéniciens se sont mis plein sud exactement, et même leurs escaliers vont capter la chaleur avec un déphasage de 6 mois, ce qui veut dire, en d'autres termes, que les radiations qui tombent sur l'escalier en été vont arriver dans le temple 6 mois plus tard, en hiver. Donc en hiver, le temple est certainement le bâtiment le plus chauffé de tout le village. Alors il y a des temples où il y a des feux à l'intérieur, mais c'est assez rare en fait en général. C'est plutôt pour éclairer, c'est pas un problème de chauffage, c'est un problème de lumière. Ça contribue à chauffer, bien entendu. Les Minoens donc, vont mettre au point les teintes rouges, les nuances de couleurs qu'il faut pour chauffer le plus possible en hiver. Les Européens vont planter des arbres différemment pour qu'il n'y ait plus de masques au sud, mais simplement au nord et éventuellement en ouest. Bref, etc., etc., etc. Ce changement climatique s'est accompagné d'un autre... Alors, comment je peux vous dire ça? Du fait de ce changement, de ce refroidissement très important, le cours du Nil va changer. Parce qu'en fait, il pleuvra moins dans la partie méditerranéenne, mais beaucoup plus au nord. Alors, je vous parlais de Hongrie, d'Autriche, c'est-à-dire Tchéquie, et il est plus au sud, du côté de l'équateur. Or, le Nil, c'est un fleuve très particulier parce qu'il prend sa source du côté de l'équateur. Son eau arrive, c'est une eau de l'équateur qu'il y avait en Méditerranée. Et donc, les inondations du Nil ont été cataclysmiques et ont tué énormément, hommes et animaux d'ailleurs. Et le pouvoir, et j'allais dire, et même les prêtres ont été largement affectés, économiquement affectés. Pour info, d'ailleurs, c'est à cette époque-là qu'on invente les polices. C'est-à-dire que les prêtres d'Amon, qui avaient des militaires pour protéger leur temple, décident de créer des escouades de ces militaires, de ces hommes armés, pour protéger les percepteurs d'impôts. Ça, c'est la police. C'est les premières polices de l'histoire. Donc la police, ça ne sert pas à protéger les hommes, ça sert à protéger les percepteurs d'impôts. En tout cas, à l'origine. Peu d'argent, donc peu de temples. Évidemment, on ne parle plus de pyramides incapables. D'ailleurs, on ne sait même plus les faire. On perd tout le savoir. Les rares qu'on a essayé de faire à ces époques-là sont écroulés. Donc, on ne sait plus faire. Et on fait des temples, très peu, mais lourds, épais. Alors, toujours remontés par rapport au sol pour éviter les inondations de base. D'énormes masses. Et on se rend compte que... de la pierre et de la pierre et de la pierre et de la pierre taillée, puisque maintenant, depuis Assyrien, on sait tailler la pierre, la scie, et on se rend compte que les températures, ils sont constantes toute l'année. C'est-à-dire qu'il fait à peu près, bien que ce soit des pays où l'été puisse être très 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 chaud, il fait la même température toute l'année dans ces temples. Donc je vous ai mis un temple pour le principe, donc ça c'est la masse thermique.
après le changement climatique en question, le refroidissement climatique en question. Donc les températures remontent et on arrive aux Minoens, donc les successeurs des Phéniciens, si vous voulez. Alors les Minoens, vous avez le temple des Minoens, le temple mythique qui était sans doute le plus grand temple, palais, temple, réserve de nourriture, etc. Le plus grand bâtiment, le plus conglomérat de construction qui font ça le bâtiment, c'était Knossos. Et Knossos est sur une colline, donc sur la mer de deux côtés. Enfin, sur la mer. On voit la mer de deux côtés, on va dire. Et sous le palais, dans le palais, c'est une grande cour, il y en a deux d'ailleurs, enfin, une grande cour, où il y avait les jeux, vous avez dû voir ça à l'école, les jeux où des acrobates sautaient sur des aurochs ou des taureaux et faisaient des sauts périlleux et descendaient. Je ne sais pas s'il y avait YouTube à l'époque, mais il y avait, en tout cas, des images qui sont très claires. Enfin, je sais qu'il n'y a pas YouTube. Et les zones qui étaient sous ce palais étaient des zones de stockage, sur les côtés. Et cette grande cour-là permettait de capter l'air froid de la nuit, même principe. C'est un trou entre des bâtiments, donc la nuit, l'air le plus froid se pose, comme s'il s'écoulait, se pose, remplit ce trou, remplit ce récipient, on va dire. Et il y a un couloir avec une chicane, avec deux portes, et on peut ouvrir ou fermer. Et en été, on fermait, on gardait l'air froid tout le temps, et si quelqu'un voulait rafraîchir son temple ou sa pièce qui est sur la cour, il suffit d'ouvrir la porte pour que l'air frais rentre. Et en hiver, où cet air froid n'était pas intéressant, on ouvrait les deux portes de la cour, et l'air frais partait, et s'écoulait dans la pente, et descendait, et donc Knossos était fraîche. Pour mémoire, ça vous rappellera quelque chose sans doute, la zone de stockage autour était très importante, mais celle qui était en dessous était très connue, parce qu'on disait qu'il y avait là un auroch à tête d'homme, aux têtes d'homme on n'est pas très sûr, un auroch on va dire, qui faisait la police et qui protégeait qui était très très dangereux et qui protégeait tous les stockages d'adorés de toute intrusion, voleur ou autre, qui s'appelait le Minotaure. Ça vous parle, le Minotaure, non ? Bon, c'était ça. Je ne crois pas qu'il y ait de Minotaure, mais en tout cas, il y avait un dédale. Donc ça s'appelait un dédale parce que, partant de l'endroit où était stocké l'air frais, toutes les pièces tournaient le dos à cet air frais, c'est-à-dire que les portes étaient de l'autre côté. Donc si on partait de cette cour et qu'on allait dans le dédale, dans cette succession de pièces qui stockaient les aliments, on voyait que des murs aveugles. Donc on ne pouvait pas se repérer, tout était pareil. Et donc dans un sens, c'était effectivement un labyrinthe, on ne pouvait pas s'y retrouver. Dans l'autre sens, pour des portes un peu différentes, fermées ou ouvertes, mais dans un sens, il n'y avait absolument aucun repère. Donc on devait s'y perdre effectivement facilement, surtout si le Minotaure était là, et il était très très dangereux, il ne fallait pas... Enfin, peut-être qu'il y avait un auroch qui était resté là. Un auroch, donc c'est un bœuf, un taureau, sauf que en beaucoup plus gros. C'est la taille d'un bison. Hein. Peut-être plus. Donc on est passé au refroidissement de 2400, 1700 les Minoens, les Égyptiens, alors eux aussi ont commencé à subir le réchauffement climatique qui a suivi le refroidissement, et ils vont mettre au point des tas de systèmes de ventilation, et en particulier sur les toits. Donc ils gardent le principe où ils stockent l'air frais, avec des grands murs très hauts qui stockent l'air frais autour des temples, mais les temples vont être, comment dire, donc on part du nord, on arrive le vent vers le sud, qui est le Sahara, les temples sont bas, donc ça c'est les habitations de pharaons ou des grands prêtres, et puis de plus en plus haut, puis de plus en plus haut, puis de plus en plus haut. Et dans cette succession, les toits, les plafonds s'écartent légèrement du toit. Plus ça va, plus ça s'écarte comme ça. Et ça aboutit sur une cour, où il y a des péristyles, donc des poteaux, très hauts, et qui sont dans le plafond, le haut des péristyles est à la hauteur du haut des constructions, d'accord ? Du haut du toit, on va dire. Alors que les plafonds, eux, s'arrêtent juste avant le péristyle. Donc l'air qui passe là est ventilé. Et comme il y a un vent continu, tout le temps, l'air chaud qui est entre le plafond et le toit des temples est évacué par ces cours.
C'est aussi une époque où les scribes écrivent, donc on transmet le savoir, on transmet les, entre guillemets, équations, mais en tout cas les tours de main. C'est le summum de l'art égyptien, des arpenteurs, des géomètres. Je vous rappelle qu'ils étaient quand même, nous sommes donc en 1500 avant Jésus-Christ, il y a 3500 ans. Il y a 3500 ans, pardon. Ils étaient capables de reconstruire, de redessiner toute une ville, tous ces champs, enfin bref, l'Égypte entière, même s'il était sous l'eau. Ils savaient placer toutes les maisons, toutes les routes, tous les chemins, tous les champs, et on ne parle pas du mètre près, au centimètre près pratiquement. C'est très 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 précis. Bref. Et puis, du fait de cette systématisation de la transmission du savoir par les scribes, tous les modes de construction vont être exactement les mêmes. Le temple qui est construit ici, le temple qui est construit là, on élève les pierres de la même manière, on taille les pierres de la même manière, on fait les plafonds de la même manière, les écarts entre plafond et toit sont les mêmes, donc 3 coudées au maximum et 1 coudée au minimum, à chaque fois. On reproduit des systèmes qui fonctionnent. Et c'est l'un des moments où le bioclimatisme va devenir tellement systématique qu'il y a ce système de roue à cliquet. Plus ça va, puisqu'on transmet par l'écrit, plus ça va, plus on améliore ce qu'on sait faire. Et quand on trouve une amélioration, le cliquet avance. Et puis on avance, et puis on avance. Et on ne recule jamais. Chaque fois, on progresse. Bon, malheureusement, il y aura plus tard d'autres soucis qui vont enfin, les pestes, enfin, des systèmes qui vont faire qu'on va perdre ce savoir, mais voilà. Je vous ai mis là, vous allez voir sur vos images, plusieurs images de temples reconstruits, temples égyptiens, pour vous montrer la taille de ces murs, donc ils font en général 6 mètres de haut, mais parfois plus, qui se trouvent autour des temples et des palais. Et qui protègent en particulier, du vol bien entendu, mais qui protègent toutes ces zones où on stocke, tous ces bâtiments où on stocke les aliments, et qui sont donc dans de l'air frais parce que attrapés par cet immense récipient, cet immense... voilà. L'air froid tombe et puis s'accumule dans le récipient, et ça c'est les murs, c'est les parois, les grands murs qui entourent ce qu'on appelle le temple, qui est en fait un temple, des logements et beaucoup de stockage. Donc j'en ai mis plusieurs pour vous rendre compte que c'était très, très utilisé. Mais la phrase type que je vous demande de retenir, et retenez-la entre autres pour vous, quand vous allez dessiner vos projets, l'air froid coule. C'est-à-dire, plus l'air se condense, plus l'air devient lourd, c'est un gaz, plus l'humidité qu'il y a dedans se condense, plus il va s'approcher de l'eau et couler. Donc plus l'air est froid, plus il a tendance à couler. Et plus l'air est chaud, plus il a tendance à s'envoler, comme un éther, on disait au Moyen-Âge. Plus c'est un gaz léger. Autrement dit, une zone où vous stockez de l'air, si elle ne bouge pas, petit à petit, l'air froid va être en bas, et s'il y a beaucoup d'air froid, vous aurez de l'eau. Mais si vous ouvrez et cette air, plus l'air est froid, plus il répond aux lois de gravité, plus il s'écoule. Vous verrez que c'est utile. Alors les images là. 800 avant 200, de 800 à 200 avant Jésus-Christ, c'est l'époque grecque. C'est l'époque de la Grèce archaïque, c'est les bagarres, c'est les batailles, c'est Platon qui a vécu, je crois qu'il a vécu 7 ans. Toute sa vie, il y a eu que 7 ans où il n'y a pas eu de guerre. Des guerres tout le temps. Il se tapait dessus sans arrêt. Pour récupérer des biens, bref. C'est aussi l'époque où les Grecs inventent l'architecture, dit-on. Donc l'architecture, qui est un entrepreneur. L'architecte est entrepreneur et responsable en tant qu'architecte et en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que la décennale, c'est lui et c'est toujours lui. Il est responsable tout court, de tout. Et on le paye largement pour ça. Il est responsable du budget et des délais, entre autres. Et il y a des pénalités de retard très importantes. L'outil, la grande différence entre l'Égypte et tous ces peuples qu'il y avait avant, dont la construction était basée exclusivement sur la force de l'esclave, la force du muscle,
les Grecs vont additionner, vont ajouter la force du muscle, un grand travail, une grande précision sur le travail avec les bras de levier. Et la force des Grecs, ce sont les bras de levier, qu'ils utilisaient pour monter les voiles, qu'ils utilisaient pour un tas de choses, et aussi pour les constructions. Ils utilisent aussi les cordages, mais tout ça va... Enfin, c'est plutôt ce sont les Romains qui mettront au point la poulie. Donc la poulie... Bon, on reviendra dessus tout à l'heure. En tout cas, retenez que quand il y a les Grecs, il y a les architectes. Et quand il y a les architectes, il y a des lignes droites, de l'urbanisme, des maisons alignées, des bâtiments qui ont tous éventuellement le même look, la même manière d'être, les mêmes tailles de volume, les mêmes alignements. L'esthétique de la ville, l'esthétique du construit devient importante parce qu'elle est vue par tous. Et donc c'est partie du partage, de cette notion de... Les Grecs vivaient, c'était des villes accolées, c'était pas un peuple, c'était pas un pays, enfin, plus ou moins, mais c'était plutôt des villes qui chacune avait... Vous connaissez l'histoire de Sparte et Athènes, vous avez déjà entendu Délos, vous avez entendu parler de ça, c'est ça. Donc chacune de ces villes, c'était une communauté où chacun dépendait de tous et tous dépendaient de chacun. Et l'architecte dedans avait un rôle de construction, de bâtiment, de protection de l'individu ou des réserves, ou ce qu'on veut, mais il y avait une esthétique qui est nécessaire. Alors on est encore avant 200 avant Jésus-Christ, mais c'est l'époque où vous allez avoir les premiers grands des peintres de fresques, des sculpteurs. Enfin, Phidias, il fait une statue qui ne passe pas par la porte du temple. Il construit la statue dans le temple parce qu'il ne passerait pas par la porte. Enfin, cette statue de Zeus, c'est juste invraisemblable. Et je vous rappelle qu'il va chercher, il fait ramener, pour voir les traits des sourcils en particulier, il fait ramener de l'ébène d'Afrique centrale. Il est en Grèce. Il n'y a pas de train ni d'avion. Enfin, c'est juste le souci de la qualité, de l'esthétique, et on n'avait jamais connu ça. On emploie l'or et l'argent pour illuminer plus un visage, enfin bref. Et les garde-robes des femmes grecques étaient célèbres, et c'est sans doute à cette époque-là que les routes de la soie sont devenues systématiques et importantes, et entre autres, parce que les femmes grecques achetaient des vêtements en soie qui venaient au début de coton, d'Égypte, très fins, mais après de soie qui venait de Chine. Donc, bon, bref. Grec égale riche, architecture, normes, système, des normes, oui, aussi, esthétique. Les Crétois. Alors, les Crétois, eux, c'est très simple. Ils ont décidé que le soleil au-dessus de 60 degrés est trop chaud, et quand le soleil est en dessous de 45 degrés, c'est l'hiver. C'est pas expliqué, c'est facile. On prend un 90 degrés, on divise en deux, c'est l'hiver, on divise en trois, ça c'est trop chaud, et ça c'est bien. Et tout est construit comme ça. Et à partir de là, tous les angles sont au moins de 60 degrés pour pas que les parois sont à l'ombre. Et par rapport à Minoen, par exemple, les parois latérales, en particulier les péristyles en ouest, vont être plus larges pour pas que le soleil touche la façade. Bon, c'est quand même une époque froide, 1800-200, c'est l'époque, donc c'est la Grèce archaïque, et plus c'est froid, plus les bâtiments vont changer. Par exemple, les toits qui étaient en dalles de marbre, tout d'un coup passent en terre cuite. On passe du blanc qui réfléchit au rouge qui absorbe. Plus il va faire froid, plus les façades vont être enduites d'un rouge foncé. Ça, je pense aux Crétois, parce que là, vous avez forcément ces images en tête. Et puis, il fera froid encore, on va mettre les piliers en rouge. Et puis, quand il fera tellement froid, on va carrément enlever tous les péristyles, les casser, pour que, le temple des fesses, par exemple, pour que la lumière puisse chauffer un maximum, qu'il n'y ait pas d'ombre du tout. Quitte à mettre des clés de roseau en été pour couvrir un petit peu et protéger un peu, mais le problème c'est qu'il fait froid en hiver. Et il fait froid, vraiment froid.
On a un texte, entre autres, enfin, j'avais un texte qui m'a beaucoup intéressé, d'une prêtresse du temple de... Aide-moi, le temple des bâtiments, les temples ronds, là, les vestales. Une vestale qui va à la ville faire des courses, et elle s'habille. Et elle met des chausses, et elle met une chlamydie, enfin, elle met une robe chaude, et puis par-dessus elle met un manteau, puis elle met une écharpe, et elle sort. Oui, mais ça veut donc dire que dans son temple, il n'est pas si froid que ça. Puisqu'elle n'avait pas ça sur le dos avant. Elle sort pour aller faire les courses, elle met tout ça, mais dedans... Alors, bon, Vestale, ça tombe mal, puisque c'est l'un des rares temples, il y avait toujours un feu qui était continu, et bon, qui ne devait jamais s'éteindre. Si s'éteignait, c'était qu'une Vestale avait perdu sa virginité, donc c'était très grave. Et c'est donc que les temples étaient chauffés par des escaliers dont on a parlé tout à l'heure. Et ensuite, on va passer donc de la grecque archaïque, donc du refroidissement, jusqu'à 200 avant Jésus-Christ, et on remonte. Donc de 200 à 230, 240, c'est un réchauffement climatique très important. Pour vous donner une idée, 200, c'est à peu près les températures qu'on a connues sous Louis XIV. Ça ne parle pas vraiment, mais le Rhône gelait sur 1,50 m d'épaisseur à Lyon. Ça vous situez. Ça, c'est 200 avant Jésus-Christ. 4 siècles plus tard, 230, 240, il faisait plus chaud qu'aujourd'hui. Je parle d'aujourd'hui en 2022. Hein, c'était... le Pô a été traversé à sec. Enfin bref, je vous sur le détail. Enfin, c'est de très froid à chaud en 400 ans. Et c'est là que les Grecs... Alors, c'est les Grecs qui vont l'utiliser, parce que c'est le peuple dominant de l'époque, mais en fait, c'est plutôt les Ligures qui s'étaient installés au moment du refroidissement, qui s'étaient installés en Italie, qui commençaient à se battre avec les Romains pour rester là où ils étaient installés. Ils étaient bien, ils s'installaient là, ils ne voulaient pas, pourquoi le peuple d'à côté voulait les virer. Donc, et c'est eux qui ont apporté les connaissances sur les poulies, le nœud de cabestan, le cabestan, donc les machines de levage, ateliers de sculpture spécialisés. Et dans l'atelier de sculpture spécialisé, il y avait celui qui était spécialiste des mains, celui qui était spécialiste des visages, celui qui était spécialiste des vêtements. Des artisans très, 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 très spécialisés et très pointus. Ce qui implique qu'ils avaient une richesse très importante. Et en fait, comme les Grecs étaient des guerriers et les premiers à mettre... à considérer la guerre comme un acte de gloire, hein, les enfants petits ne voulaient pas être cosmonautes. Les enfants petits, ils voulaient mourir au premier rang de la phalange, debout. D'ailleurs, mourir dans un lit, c'était vraiment pas bien. C'était très très mal vu. Sauf pour une femme, parce que ça, les morts en couche, malheureusement, ça existait encore. Mais ils avaient beaucoup d'esclaves. Donc beaucoup de richesses. Ils ne touchaient pas la terre. Ils ne cultivaient pas. Enfin, vaguement. Ils faisaient cultiver. Comme ils faisaient la guerre, ils avaient des esclaves, les esclaves, ils mettaient dans leur champ, ils faisaient travailler. Donc ils étaient devenus très riches par rapport à leur nombre d'habitants. Soyons clairs, il y avait 2 poids, 2 mesures. Hein. Un Grec avait le droit... Un Grec qui tue un esclave qui lui appartenait en ville pouvait être condamné, parce qu'il avait sali la ville avec le sang de l'esclave. C'est tout. Un esclave qui levait la main sur un Grec, même sans le toucher, au moins la flagellation et peut-être la mort. Enfin, c'était pas... Donc il y avait vraiment 2 poids, 2 mesures. C'était pas... Ils vivaient, eux avaient le pouvoir, les autres étaient des moins que rien, et leur assuraient leur richesse. Mais il fallait cette richesse pour pouvoir avoir des artisans tellement spécialisés, qui ne produisaient pas la nourriture nécessaire à la survie du groupe, qui simplement faisaient faire des choses plus ou moins belles, plus ou moins importantes, plus ou moins... etc. Donc la Grèce, très bien, la démocratie, très bien, etc. Mais rappelons-nous sur quoi elle est basée. Ce n'était pas très, très équilibré. Enfin, ça n'a rien à voir avec le bâtiment, je vous prie d'excuser. Pensez simplement que les Grecs avaient mis au point et normé des calculs de fondation. Voilà, vous saurez que c'était important. Le principe des Grecs, le principe constructif que je vous demande de retenir pour vos projets à vous, c'est les façades sont à l'ombre tout l'été,
et les façades sud sont en tout l'été, et les façades sud sont au soleil tout l'hiver. Et il n'y a pas de masque devant un bâtiment important, votre maison, c'est important, votre projet, c'est important. Il n'y a pas de masque entre sud-est et sud-ouest, c'est-à-dire à 90 degrés. Et s'il y a un arbre, il perd ses feuilles. Et s'il est taillable pour des feuilles plus fines, des branches plus fines, c'est mieux, il y aura moins d'ombre. Donc pas de masque. Donc ça, c'est ce que... Mais eux, ils avaient de la place, ils se construisaient où ils voulaient, vous avez d'autres contraintes. Mais essayez, en tout cas, de faire ça. C'est pour ça qu'il y avait cette espèce de piliers et des piliers, enfin, de toits en avancée. Bon, je vous ai mis l'image du temple d'Artémis à Éphèse, parce que c'était aussi, c'était censé l'être, enfin, c'était l'une des merveilles du monde. Dont il ne reste rien. Hein. Il reste 3 bouts de piliers, c'est même pas les mêmes, posés en pile, et on dit, là, il y avait le temple d'Artémis. C'est rien, il y a un champ, quoi. Il n'y a rien. Il n'y a même pas de... Toutes les pierres ont été pillées après pour faire autre chose. Il n'y a même pas de fondation, il n'y a plus rien. Tout a été pillé. Bref. De 200 à 400, alors donc on va faire 200 avant Jésus-Christ, 230, 240 après Jésus-Christ. Pof, les volcans, et donc tout d'un coup la Terre se refroidit, puisqu'il y a toute une série de volcans qui entrent en éruption important, en particulier en Argentine. Et puis après on va remonter. Là on est... Le peuple dominant, c'est Rome. En 200 avant Jésus-Christ, Rome a battu les phalanges grecques. Donc les Grecs ne sont plus l'armée dominante, c'est Rome, grâce au pilum et à un truc, une astuce qui datait des temps immémoriaux, qui est le propulseur, un bout de bâton qu'on accroche au pilum de façon à l'envoyer plus loin. Et donc on arrivait à passer par-dessus et à planter les fameux pilums dans les phalanges grecques, et le pilum se tordant à l'impact. Donc le grec se protégeait son bouclier, évidemment, le pilum se plantait dedans, et le pilum se tordait, et donc il restait coincé, de deux choses l'une, où le gars abandonnait son bouclier, et la phalange se séparait, ou il le gardait, et ça traînait dans les bas d'un autre qui tombait, enfin, la phalange n'était plus l'unité, etc. Très astucieux, le pilum. Oui, les Grecs, pardon. Nous sommes romains. Les Romains, donc deux outils particulièrement innovants, qui vont permettre toutes les constructions romaines. La poulie, et la poulie articulée, et même 4, 5 ou 6 poulies en batterie, ce qui fait que peu d'esclaves peuvent porter beaucoup. Et à la poulie, on associe la cage d'écureuil, le cage de l'hamster, où les esclaves courent dedans indéfiniment, sous la pression d'un fouet quand même, hein. Enfin, courent dedans indéfiniment, et que ça crée l'énergie suffisante pour pouvoir, grâce à des poulies, lever une pierre à l'autre bout du chantier et l'amener juste là où on veut la poser. Ça, c'est la poulie. Et puis, une connaissance des matériaux très très fine. Je vais vous donner un exemple. Il y a en Espagne, dans le sud de l'Espagne, un endroit où une rivière traverse une veine de mica. Cette rivière, ce ruisseau, cette rivière, on va dire, bon, traversant le mica, le dénature et en fait une espèce de poussière, une espèce de boue. Et cette boue a une particularité, c'est que quand on la fait sécher, elle est inerte, elle ne se rétracte pas. Elle garde sa dimension, et elle est absolument étanche. Et bien, cette boue qui vient du sud de l'Espagne constitue la couverture donc de toit, enfin l'étanchéité du toit de l'Icarnas, du tombeau de Crésus, à l'autre bout de la Méditerranée. Parce que les Romains, quelque part, quelqu'un savait que là, il y avait ça, et qu'on pouvait l'utiliser là-bas. Quand on a fait le pont du Gard, il fallait déjoindre une qualité particulière. On a pris une zéolite, enfin une pierre volcanique, de la région de Naples. Les esclaves ont passé une année à la réduire en poudre au marteau, hein, enfin la grosse pierre, la petite pierre jusqu'à la poudre. On a changé ça, on a amené ça
à Arles, en l'occurrence, puis à Dodane jusqu'au Pont du Gard, il y en avait joint du Pont du Gard. Parce qu'il fallait un joint de très grande qualité, parce que le bâtiment, la structure du l'aqueduc était haute, lourde, et le vent, etc. Et je vous signale qu'aujourd'hui, autant la pierre du Pont du Gard peut avoir été blessée, abîmée ou marquée par le vent, les joints sont en parfait état. Ils n'ont jamais bougé. Mais ils savaient ce qu'on fait aujourd'hui. Quand vous fabriquez un téléphone, on prend telle usine, on envoie un matériau à tel autre endroit, et puis on finit par avoir un produit final. Bon, les Romains à leur époque, à base d'ânes, de chevaux, de dromadaires et de bateaux, et beaucoup d'esclaves, faisaient la même chose. Mais ils savaient où étaient les choses. Et sans ordinateur. Et la centralisation de l'information était à Rome. Il y avait un bâtiment énorme qui contenait des rouleaux de papier et des rouleaux de papier. Et là-dedans, on disait où était l'inventaire du rouleau de papier, où on savait où trouver tel ou tel élément. Un travail dans chaque pays, dans chaque région qu'ils ont colonisé, une connaissance de tous les matériaux extraordinaire. Et je vous invite à lire, je ne sais pas si j'en ai parlé là, je vous invite à lire sur Internet, c'est facile, on peut faire des recherches par mots-clés, donc c'est très simple. Vitruve. Vitruve est un architecte du 1er siècle, donc 100 avant Jésus-Christ, qui, en 10 tomes, nous dit ce que doit savoir un ingénieur, architecte, entrepreneur, enfin, bref, romain. Pour les Romains, c'est la même chose. Et il sait, par exemple, il vous faut un poteau pour faire... non, il vous faut un mât pour un bateau, et ce mât ne doit pas plier. Il doit absorber les chocs, mais pas plier à la fin, rester bien raide et rester bien droit. Et puis vous avez un bâtiment qui est un palais, et vous voulez un poteau en bois à un endroit qui ne plie pas, qui peut absorber un peu les ondes sismiques s'il y en a une, mais qui reste bien droit et qui ne fléchit pas, et qui est très solide. Comment vous faites? Eh bien, Vitruve vous dit, vous allez sous une forêt, vous choisissez un arbre qui est de tel type d'essence, donc mettons un mélèze, parce que c'est humide, ou un pin, donc j'apprends la mélèze. Vous l'effeuillez complètement, vous enlevez toutes les feuilles, toutes les branches latérales, et vous gardez 2 mètres de bouquet au bout. Et vous enlevez toute l'écorce, jusqu'à 1 mètre du sol. Donc entre 1 mètre du sol et les 2 derniers mètres de l'épicéa, ou du mélèze, il n'y a plus rien. Il y a le tronc nu, et on a enlevé toute l'écorce. Et même après, on va enlever tout l'aubier. Enfin, d'abord, on enlève toute l'écorce. On attend 1 an, et l'aubier est sec. Et on enlève l'aubier. On attend 1 an, et on coupe l'arbre à 1 mètre, là où on a arrêté l'écorce. Et l'arbre ne pliera jamais. Et ça, on a oublié ces choses-là. C'est écrit, prenez Vitruve, c'est écrit. La mine d'informations qu'il y a dans Vitruve, vous n'imaginez pas. Et surtout, est tellement importante que... elle est tellement importante que quand on s'est mis à faire l'imprimerie, donc Gutenberg, enfin vous vous rappelez, le livre profane, donc qui n'est pas une Bible, le livre profane qui a été le plus imprimé, c'est les 10 tomes des Vitruve. 10 tomes. C'était l'encyclopédie de ce que devait savoir un constructeur. Et beaucoup des constructions des cathédrales au Moyen-Âge français, européen, sont basées sur Vitruve. C'était le savoir. Et donc maintenant, sur Internet, avec les mots-clés, les recherches, vous avez une recherche sur fondation. Allez-y, fondation, vous allez trouver plein d'articles. Mais il y en a qui vous intéressent. Dans tel type de terre, on a intérêt à faire des fondations comme ça. Des fondations cyclopéennes, des fondations enterrées, des fondations par pieux, des pourquoi, comment. Comment vous réagissez, c'est de l'argile. Comment vous réagissez s'il y a... Allez-y, cherchez. Il y a énormément d'informations. Bref. Aparté. Après Vitruve, ça c'est le savoir, je ne voudrais pas vous parler d'un système romain que vous connaissez, parce que vous avez entendu parler, mais dont vous ne connaissez peut-être pas le détail. Ça s'appelle l'atrium. Quand on a... Il y a eu une explosion, une éruption volcanique très importante qui a donné lieu à l'enfouissement sous des cendres, ou de la lave, de Herculanum et des Pompéi. Donc on a là des vestiges, tous de la même date, de comment vivaient les Romains à cette époque-là.
Ça n'a pas bougé pendant des siècles. On a fait des découvertes, mais avant, c'était sous la lave ou sous les cendres. Toutes les maisons ont une cour au milieu. Ou plutôt, ils ont 4 pans de toit qui donnent sur une petite ouverture qui doit faire 1,20 m ou 1,30 m, oui, pas très très large, à peu près rectangulaire, en dessous de laquelle il y a un petit bassin en marbre, toujours en marbre, dans une cour qui, elle, est couverte de matériaux très lourds, du marbre, du grès, même pas, du granit, des choses, des matériaux lourds. Et ces toits amenaient l'eau de pluie quand il pleuvait dans le petit bassin qui était en dessous. Et ce petit bassin était posé sur une citerne où on stockait l'eau. Donc l'eau s'oxygénait en tombant et on la stockait en dessous. C'était l'eau de base de la maison pour se laver les mains, le visage, enfin laver les hommes, ou faire la cuisine. Et quand il ne pleuvait pas, donc toutes les nuits, l'air froid de la nuit se posait là, coulait dans le trou, parce que plus l'air est froid, plus il coule, et était stocké dans cette pièce, à l'abri des quatre pans de toit, et était stocké, parce que même si le vent passe, la forme du captage d'eau faisait que ça protégeait cet air qui était en dessous. Donc il restait de l'air froid. Si vous êtes bien cette maison, que vous vouliez un peu de fraîcheur pour travailler dans votre bureau, vous ouvriez la porte et l'air frais rentrait. C'est un stockage à frais. Et comme c'est beaucoup de matériaux très très lourds, aujourd'hui vous diriez du béton, mais à l'époque vous disiez de la pierre, et ben, l'air frais restait frais. Ça, on ne l'utilise plus. Alors, pardon, le défaut de cette pièce, c'est qu'elle était très sombre. Il y a juste ce qu'on appelle un effet clairière, c'est-à-dire il y a juste une colonne de lumière qui tombait entre le toit et le petit bassin. Et pour le reste, les pièces qui donnaient sur cet espace donnaient sur l'espace sombre. Donc ça, on n'aurait peut-être pas ça aujourd'hui. On préférerait avoir plus de lumière. Mais on pourrait l'imaginer. En tout cas, on stockait l'air frais. Ou l'eau. Ça s'appelle l'atrium. On peut le faire demain matin. C'est très simple. On peut le faire en briques, en tuiles, en tôle, en ce que vous voulez. Alors j'ai plein d'images sur les atriums. Alors les Romains, donc ça c'est les Romains donc, de 200 à 200, 200 avant et 200 après. Pour ce qui est de la Grèce, c'est l'époque de la Grèce hellénique et c'est l'époque où il y a donc les ingénieurs, les artisans. Alors les Romains ont une particularité par rapport aux Grecs, ils n'ont pas soumis tous les peuples vaincus en esclavage. Dans les peuples vaincus, ils commençaient par regarder ce que savaient faire l'élite. Et on dit que les Romains s'intégraient, en prenant le pouvoir, au peuple qu'ils avaient vaincu. On dit qu'ils ont respecté beaucoup de coutumes, et surtout, ils ont récupéré beaucoup d'informations ou beaucoup de connaissances des artisans vaincus. Les Gaulois, par exemple, ont enseigné, et beaucoup d'artisans gaulois se sont trouvés en Italie, pour faire la ferblanterie. Tout le travail du fer blanc, enfin du fer léger, c'était les champions du monde étaient les Gaulois, donc ils ont pris les savoirs. Donc ils ont plutôt additionné les savoirs qu'ils n'ont écrasés comme faisaient les Grecs. C'est sans doute ce qui a permis à Rome d'avoir un empire, parce qu'ils additionnaient les connaissances, en plus des matériaux. Alors, tout à l'heure, je vous parlais du pouvoir, de la grande innovation qui était la poulie, mais je vais vous la décrire différemment. La poulie, ça donnait les bielles, les manivelles, les grues, les mortiers, oui, parce qu'il fallait écraser les mortiers, donc les dômes, donc les arches, donc tout ce qu'on ne savait pas faire avant, ou difficilement, les Romains donc, ont pu le faire, parce que... Et je vous ai mis un portrait, une photo d'une statue imaginée, je pense, de Vitruve. Et donc, rappelez-vous ces livres, 10 tomes, ça s'appelle De Architectura. Après Rome, donc Rome est au pouvoir plutôt, et on a détruit le temple de Salomon, et il faut reconstruire le temple de Salomon. Donc le temple de Salomon a été reconstruit vers 200 avant Jésus-Christ, et c'est l'œuvre d'un architecte célèbre qui s'appelle Hiram. Et c'est un point de vue bioclimatisme, c'est un concentré de ce qu'il y a dedans.
La Bible en parle bien entendu et en dit assez peu de choses. Elle dit surtout que les pièces qui sont autour du temple, qu'on va appeler pièces tampons, je vais expliquer pourquoi après, les pièces qui sont autour du temple, le toit de ces pièces est appuyé sur le temple, mais ne touche pas le temple. Donc les poutres du toit sont appuyées sur des corbeaux, lesquels sont sur le temple. Ce pour éviter des ponts thermiques, dont je vais vous parler tout de suite. Alors voici le temple original, tel qu'il a été construit. Vous avez donc un temple avec une porte qui est entre deux piliers qui ont un grand intérêt religieux. La seconde phase a été modifiée et on arrive au dessin que je vous montre maintenant. Et vous voyez que l'avancée du toit, la porte d'entrée a été précédée d'une construction qui sert de vent et qui met cette porte à l'ombre. Sur ce dessin-là, vous voyez aussi toutes les poutres, comment elles sont montées. Et je vais vous montrer ce que ça donne à la fin. Voici le temple final. Donc, vous avez un temple qui est la partie centrale ici. Ça, c'est le temple. À l'arrière de ce temple, vous avez le Saint des Saints, le temple de la loi en fait. Et le Saint des Saints est plus haut que le peuple qui regarde le temple, est plus haut de 2 mètres. Surtout, il pèse 300 tonnes. Autrement dit, à l'intérieur du bâtiment dans lequel on vit, dans lequel il y a le culte, il y a une masse de terre de 300 tonnes à l'intérieur. Ça, c'est votre volant thermique. C'est la masse thermique qui fait que les températures à l'intérieur du temple vont rester à peu près constantes, en tout cas sur une journée sans problème. Donc les températures qu'il y a dans le temple sont au moins égales à la moyenne entre la nuit et le jour. Donc il fait plus chaud dans le temple la nuit. Il fait plus chaud dans le temple à l'intérieur que dehors la nuit, et plus frais à l'intérieur que dehors le jour. Et tout autour de ce temple, vous avez des pièces tampons, donc des pièces situées autour, et ces pièces ont un gros intérêt parce qu'en fait, on les appelle tampons pour ça. Elles font l'interface entre l'extérieur, la température éventuellement très chaude des déserts ou des régions de Jérusalem, et le temple lui-même. Donc les températures qu'il y a dans ces pièces sont intermédiaires entre l'extérieur et l'intérieur. Ce sont des pièces tampons. Elles tamponnent, elles limitent les écarts de température. 2 ouvertures, une au nord, une au sud, et un courant d'air continu qui fait qu'on ventile les pièces tout autour. Ces pièces servaient pour stocker les archives, comme salle de classe, salle de formation, etc. Tout en haut du bâtiment, vous avez les ventilations traversantes au ras du plafond. Et rien que ça, ce bâtiment était toujours plus agréable à vivre que l'extérieur ou que les maisons particulières. Qu'on soit en été, qu'on soit en hiver, qu'on soit le jour, qu'on soit la nuit. Parce qu'il y avait ces pièces tampons qui faisaient l'intermédiaire, qui tempéraient la température, et surtout, vous aviez cette masse thermique intérieure qui faisait que la température, de nouveau, était tempérée. Donc voilà, ça c'est le temple de Jérusalem, un petit monument bioclimatique de 200 avant Jésus-Christ, il y a quelques années. On passe à une phase un peu différente, de 400 à 1200 après Jésus-Christ, c'est-à-dire le Moyen-Âge, pour simplifier. Le voyage commence en 800, mais bon, à peu près. Et je commence en 400 parce que il va y avoir un événement assez grave. Vers 540, il y a la peste dite de Julien, la peste bubonique. Donc des bubons, ce n'est pas la peste noire qu'on aura en 1300, c'est une autre peste, mais qui est massacrante. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. En Europe, 30 à 60% de la population des villes meurt. Autrement dit, vous vous trouvez à table dans votre famille, vous êtes 4 à table, l'année suivante, il en reste 1. La perte des savoirs. On a oublié à ce moment-là le feu grigeois, on a oublié les mortiers romains, on a oublié la connaissance de certains matériaux, les zéolithes, les matériaux qu'avaient connus si bien les Romains. Tout ça a été perdu parce que tellement de gens sont morts que toutes les chaînes d'artisanat et de formation par apprentissage ont été rompues. Par contre, il y a eu un autre aspect de la peste, une conséquence de la peste, qui elle est beaucoup plus positive, et c'est la fin de l'esclavage. Il y avait tout à coup tellement peu de gens pour travailler les mêmes terres
que les gens devenaient plus importants que la terre, et que donc c'était plus d'esclaves qu'on avait, c'était des serfs, des gens qu'on a attachés à la terre. C'est la terre qui comptait. Il fallait pouvoir s'en occuper, et il y avait peu de gens. On s'est même mis à payer les instituteurs. Quelque chose qui, c'était un instituteur, c'est un esclave. On l'achetait, et puis c'était fini. Donc là, on leur amenait les loyers. Les gens les serfs avaient le droit d'avoir une partie de terre pour leur propre usage et leur propre consommation. Quelque chose qui est absolument invraisemblable quand on vient du monde de l'esclavage, où l'esclave était à peine mieux qu'un animal domestique, pas forcément d'ailleurs, enfin, même niveau qu'un animal domestique, et était censé obéir jusqu'à sa mort, point à la ligne. Il ne s'agissait pas de penser à son bien ou à son confort, ou de laisser choisir son épouse. Enfin, c'était quelque chose d'invraisemblable. Donc ça, c'est la fin de l'esclavage, n'est pas due à l'homme qui d'un coup s'est dit « tiens, on arrête l'esclavage », il y a eu tellement peu de gens survivants qu'on est passé au servage. Le servage n'était pas parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux. 450, bon, je ne vais pas 440 la peste, mais juste avant, il y avait les Francs. Les Francs, ce sont déjà des constructions, comment dire, très lourdes, mais donc des piliers, des poteaux, des nefs romanes lourdes, mais déjà sculptées, déjà ornées, déjà... Et là, on parle pourtant de choses qui ont trait au peuple, et pas seulement aux nobles et aux riches. Les églises sont déjà toutes orientées est-ouest, donc c'est la façade sud qui va être la façade captrice, l'entrée et la nef étant... L'entrée étant normalement vers le soleil, donc vers l'ouest, donc elle est à l'ombre, et l'est recevant la chaleur du matin seulement. 700, je mets ici une image de la Chine. Parce que je disais que vers 3000 avant Jésus-Christ, la Chine était en retard par rapport à l'Europe. On en est bien revenu. La Chine devient un pays où on construit en bois essentiellement, parfois en bambou déjà. Surtout en bois, mais il y a des voûtes, des charpentes, des constructions antisismiques, puisqu'il y a des temples de 700 après Jésus-Christ qui sont encore debout aujourd'hui, malgré tous les séismes que connaît la Chine. Et là, vous avez un bâtiment qui fait 13 étages. On est absolument incapable de faire ça en Europe. Et puis, donc on va dire, là je vous ai montré, c'est 800 les cathédrales, enfin 700, 800. L'image que je vous présente ici, c'est l'image de Aix-la-Chapelle, la cathédrale du tombeau de Charlemagne. C'est l'une des premières images gothiques. Disons que ce sont encore des bâtiments dont la structure de base, le premier niveau est carolingien évidemment, est roman, et les étages supérieurs deviennent plus aériens, beaucoup plus lumineux. On n'est pas encore au gothique, mais ça devient très lumineux. Donc voûte en cintre, chaînage à chaque niveau. Vous faites un niveau, vous chaînez pour que le bâtiment ne puisse pas s'ouvrir, ne casse pas, ne souffre pas, surtout si vous construisez en zone où il y a de l'argile. Et puis les églises monumentales, donc là on a les arcs en cintre, les voûtes, les ponts avec double cintre, enfin bref, vous connaissez tout ça par cœur. Et je voulais vous montrer les Almoravides. Alors, vers 800 après Jésus-Christ, donc l'époque de Charlemagne, les troupes arabes ont fini de conquérir toute la côte au sud de la Méditerranée, la côte nord-africaine, et envahissent l'Espagne. Ils chassent les Visigoths, lesquels avaient déjà chassé les Andalous, et ils installent une culture inconnue en Europe. Par leur plantation, puisqu'ils plantent de la canne à sucre, et ce sera leur grande richesse, mais aussi parce qu'ils créent des pièces tampons extérieures. C'est-à-dire qu'ils arrivent Ils créent autour des bâtiments des volumes ouverts, des jardins en particulier, ou des patios, ou des pièces qui ne sont pas finies, qui n'ont pas de toit, ou à laquelle il manque un mur. À base de végétaux, à base de fontaines, à base de pierres plus ou moins lourdes ou plus ou moins volcaniques, enfin selon. Ils travaillent sur ce delta T, donc cette différence de température entre l'intérieur du bâtiment et l'extérieur qui là est l'extérieur du bâtiment, mais qui n'est pas encore l'extérieur extérieur. Donc ils arrivent à créer, à diminuer la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur immédiat du bâtiment. Si vous avez un patio qui est arrosé, où il y a des plantes, vous imaginez bien qu'il est plus frais qu'un extérieur qui serait vaguement aride.
Et là, c'est ce qu'ils font. Donc, ils inventent tout ce genre de pièces. Ils utilisent énormément les végétaux, les murs capteurs, les fontaines, etc. Je vais me limiter là, c'est plus simple. Vers l'an 1000, on va avoir les croisades. Alors, j'exagère quand je dis l'an 1000, c'est plutôt après l'an 1000, c'est plutôt vers 1200 pour simplifier. Et les croisés francs, français, si vous le simplifiez, les croisés francs, eux, vont construire dans ces pays désertiques, très chauds, ils vont construire des châteaux forts, comme ils savent faire, mais ils vont les remplir de terre, jusqu'à hauteur des remparts, quasiment, jusqu'en haut des remparts. Ce qui fait que les combattants pouvaient aller d'un créneau d'un côté à un créneau de l'autre côté, en traversant, sans descendre 3 escaliers ou faire le tour du château, ils allaient à plat. Mais en dessous de cette terre, il y avait tout un monde qui était organisé, qui étaient les logements, les écuries pour les chevaux, les réserves de nourriture, les boulangeries, tout ça était sous terre et était alimenté en air frais par des cheminées et des courants d'air qui étaient organisés, en particulier pour les bêtes, pour les animaux, parce qu'il fallait enlever les odeurs, et puis il y avait un problème les chevaux n'aiment pas être enfermés tout le temps, il leur faut du soleil, il faut qu'ils voient la lumière, donc tout ça était enterré. Et les refroidissements se faisaient par la masse thermique, puisque au-dessus du niveau le plus haut, il devait bien y avoir au moins 3 à 4 mètres de terre, et à base d'arrosage, de changement de phase de l'eau, le passage de l'eau de liquide à l'eau gazeuse, sous forme gazeuse, pardon, donc le passage de l'eau à la vapeur d'eau permet de refroidir les logements, pour simplifier. Donc, le logement entièrement enterré, vous verrez les photos. Et puis, Saint-Louis. Donc, Saint-Louis a 12 ans quand on lui fait signer un document qui déjà décrète la croisade. Il n'a que 12 ans, donc on ne sait pas s'il est vraiment responsable. C'est la croisade contre les Cathares. Alors la croisade avait commencé avant avec Louis VIII, avec son père, mais bon, c'est lui qui va signer. Et il se passe à Béziers quelque chose d'extraordinaire, c'est que l'église, j'ai oublié le nom, ça va revenir, bon bref, l'église de Béziers est brûlée. Et plutôt on brûle les habits joints qu'il y a à l'intérieur. Et Arnaud Amaury dira oui, brûlez-les, de toute façon, tuez-les tous et Dieu reconnaîtra les siens. Ce qui était la politique, enfin c'était pas très gentil, on va dire. Et ils reconstruisent l'église. Et ils reconstruisent l'église, et quand les échafaudages seront tous enlevés, tout le monde va se rendre compte qu'en haut de l'église, il y a des créneaux. Et cette église est entourée d'un chemin de ronde sur son toit, qui permet de la protéger contre l'éventuel mécréant qui pourrait vouloir du mal à l'église. Et il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que cette cathédrale, donc de Béziers, ne tombe pas. Parce que soyons clairs, toutes les cathédrales construites jusqu'ici, l'Église avait investi des sommes fabuleuses pour construire les bâtiments les plus hauts qu'on avait construits jusqu'à maintenant en Europe, et ces bâtiments tombaient. Quand le vent était trop fort, c'était souvent le vent était trop fort, souvent le mur de l'autre côté qui finissait par tomber, par s'écrouler. Alors on avait tout essayé, on avait essayé les sangs de poule derrière les poteaux ou les piliers, on avait essayé des processions, ça ne marchait pas. Mais là, à Béziers, tout d'un coup, ça ne tombait pas. Et alors tous les grands constructeurs de cathédrales d'Europe sont venus à Béziers pour regarder, et tous se sont mis après à faire des créneaux. Parce que le créneau, alors je vais essayer de vous montrer ça avec ma main, si vous avez un créneau que le vent arrive comme ça, disons que le créneau est en haut d'un mur, le vent va se séparer, pour simplifier, en 3 branches, il peut y en avoir plus, et ces 2 branches-là vont s'annuler derrière le créneau. Et on va reproduire ça dans toutes les cathédrales à peu près, et encore aujourd'hui, ce ne sont plus des créneaux, ce sont des volutes, ce sont des pots à feu, ce sont des volutes en métal, sur toutes les faîtières très hautes, les cathédrales de France, Notre-Dame par exemple, vous avez ces éléments sur le toit qui empêchent le toit d'être arraché par les vents trop violents. À cette époque, 1165, donc un peu avant même d'ailleurs, la version de diapositive, en Chine, on construit les plus hauts bâtiments à structure bois du monde, et je vous signale qu'ils sont toujours debout. Donc là, on a un bâtiment qui doit faire 85-90 mètres de haut, en bois, et aujourd'hui, on ne sait plus les faire.
À part ça, ce bâtiment est suspendu sur ses poteaux entiers, et en cas de tremblement de terre, c'est le bâtiment qui bouge, et les poteaux ne bougent pas, et ils se replacent. Saint-Louis, pour simplifier, on va dire que tous les artisans disposent à peu près, ou ont accès à pratiquement tous les outils dont ils ont besoin. Ce ne sont plus c'est plus chaque artisan qui fabrique ses outils. Il les trouve. Il y a des gens qui font des haches, des gens qui font des arminettes, des gens qui font des scies, ce qui permet entre autres d'avoir des cathédrales qui ont des modes constructifs à peu près similaires, quelle que soit l'Europe, l'endroit de l'Europe. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, les fameuses rosaces, les grandes rosaces qu'on a sur les cathédrales gothiques, toutes les grandes rosaces d'Europe, que je sache, ou à quelques exceptions près peut-être, ont été construites par les deux seules mêmes familles, qui avaient le savoir d'arriver à avoir une dentelle de pierre aussi fine qui tienne. Donc là, on passe du roman au gothique, donc de l'ombre propice au recueillement, à la lumière religieuse, pour simplifier. Vers 1250, on a atteint l'optimum climatique du Moyen-Âge et les températures commençaient à diminuer. Et le gothique apparaît après 1250, c'est-à-dire apparaît dès que ça se refroidit. Ces grandes nefs très vitrées permettent de faire entrer beaucoup plus de chaleur par l'irradiation à travers les vitraux sur le mur d'en face, le mur nord. Vers 1400 ou 1500, on a même une chute de l'irradiation très très importante en Europe, qui est essentiellement due à des ondes cosmiques qui font que les nuages volent bas, donc il y a beaucoup d'ombre, font de l'ombre plutôt qu'ils font effet de serre. Et donc on va multiplier tous les systèmes qu'on peut pour chauffer à travers le verre. Vous verrez qu'on utilise... alors, d'abord, chez les Mongols, on utilise la couleur. Donc les Mongols, comme les Incas à la même époque, sont deux peuples qui vont connaître leur apogée au moment où, en Europe, on aura le plus froid, où la Terre sera la plus froide. Parce que vivant très haut, ils vivent au-dessus de la mer de nuages, et donc ils profitent de la radiation et réfléchissent sur les nuages. Là, vous avez des bâtiments, en particulier au Tibet, très étroits, très hauts, très larges, donc comme des espèces de feuilles, des bâtiments très larges, qui sont des dortoirs, et qui sont chauffés uniquement par les radiations du soleil sur cette façade sud. Donc c'est ce qu'on appelle l'albédo. En deux mots rapides, en été, plus vous êtes habillé, plus les couleurs sont sombres, plus vous chauffez au soleil, et en hiver, si les couleurs sont proches du rouge foncé, du rouge sans caillé, on va dire, plus vous chauffez. Donc les Incas ont le même système. Et en Italie en particulier, vous allez avoir le début du 1400, la Quattrocento, donc le début de la Renaissance. Et là, on va jouer sur la lumière réfléchie. Donc vous avez par exemple un palais. Devant ce palais, vous avez une terrasse. La terrasse est couverte. Il y a des petites colonnes qui retiennent le toit. Et le sol de cette terrasse va être brillant, poli, de façon à ce que la lumière se réfléchisse sur le sol et en hiver, que la lumière passe en hiver, bien entendu, parce qu'elle est basse, et se réfléchisse sur le sol pour aussi chauffer la paroi et chauffer à travers les vitrages. Vous trouvez ça en particulier à Venise, bien sûr. Donc, le verre soufflé devient industriel. Donc on a des fenêtres dont les verres font, on va dire, 40 cm sur 20. C'est du verre soufflé, c'est pas encore très transparent, mais bon, on voit bien la lumière à travers. Et ce mouvement va s'étendre à toute l'Europe. Donc vous avez la Renaissance en Espagne, la Renaissance en Allemagne, la Renaissance en France, et partout, on va jouer pour faire rentrer le plus de lumière possible en hiver. Donc le principe en France, vous connaissez ce qu'on appelle le chenot, qui sont des éléments qui sont au milieu de la fenêtre, en pierre. Donc la partie haute de la fenêtre est toujours à l'ombre de la structure, et la partie basse de ce petit chenot qui avance. En hiver, le soleil étant plus bas, éclaire les deux parties. Et je répète, partout, vous allez retrouver dans tous les monuments, tous les bâtiments, tous les palais, dans tous les bâtiments riches, des petites colonnes, des balcons ou des terrasses plutôt, qui permettent de faire entrer la lumière en hiver et de s'en protéger en été. On retrouve finalement ce que faisaient déjà les Grecs puis les Romains.
De la Renaissance, on va aller vers le baroque. Donc, autrement dit, on va exagérer ce système, et en plus, on va mettre à l'intérieur des bâtiments des couleurs réfléchissantes, souvent à base de dorures, parfois argentées, mais souvent des dorures, des carrelages polis, et ça devient des serres. Si vous regardez les cathédrales anglaises, c'est une serre. Hein. Vous êtes peut-être dans une église, mais vous êtes chauffé par la serre. Vers 1600, alors on est au plus froid. Hein. Le plus froid, c'est 1709, mais 1600, on est plein petit âge glaciaire. Le vent est fort. Et vous trouverez, par exemple, en Camargue, des maisons de camarguais, des maisons de pêcheurs qui ne sont pas à angle droit. La façade qui est vers le nord, donc vers le Mistral, est pentue et arrondie. Vous trouvez aussi... Donc, quand le vent arrive, il glisse sur la façade, il glisse sur cette façade pentue, et va longer les deux façades est et ouest. Le gros intérêt, c'est qu'il n'est pas freiné par la façade, il n'y a pas de choc, et surtout, il ne refroidit pas, il glisse dessus. Vous retrouvez la même logique avec les yourtes, donc dans les pays de vent aussi, parfaitement rondes, le vent arrive et glisse dessus. Les tipis des Indiens des Grandes Plaines, enfin c'est toujours cette époque-là, 1600-1700. Sous Louis XIV, on invente le verre laminé, donc tout d'un coup des verres beaucoup plus grands, beaucoup plus longs, c'est l'époque de la Galerie des Glaces à Versailles, qui permet tout d'un coup d'utiliser l'effet de serre. Les carreaux sont beaucoup plus grands, et donc beaucoup moins de monture, et là le verre commence à se démocratiser, ça va être un peu de temps, mais pratiquement toutes les maisons auront au moins une fenêtre en verre. C'est-à-dire qu'on va abandonner les fenêtres en papier huilé que connaissaient les Hollandais, par exemple. Sous Louis XV, on passe au néoclassique. Donc, en fait, on reprend des schémas de construction très anciens et on applique le verre pour se chauffer dessus. Quand je dis très ancien, ça veut dire on reprend des schémas qui ressembleraient, si vous voulez, à des temples grecs ou romains, et ce n'est que les ouvertures sont couvertes de verre. 1889. 1889. Donc, la photo que je vous montre, c'est une photo d'un livre de Blueberry, de Charlier, et vous avez cette photo, 3 civilisations en même temps, sous le même climat. La civilisation mexicaine d'origine, qui est construite à l'ancienne, ces bâtiments, donc je vous en retourne un, hein, voilà. Et puis ensuite, vous avez les Américains qui, eux, sont arrivés avec leur structure en bois, portée sur les chariots, qui montent de vitesse et dessus ils mettent des tôles. C'est la moins efficace, hein, je vous le dis tout de suite. Et puis les Espagnols, qui, eux, ont ramené leur structure de pierre blanche, et leurs petits patios, et leurs petits ombrages, qui viennent de ce qu'avait dit Fez Almovi de très longtemps avant en Espagne, quand les Arabes étaient arrivés en Espagne. Et là, bien que ce ne soit pas une architecture locale, cette architecture est assez adaptable, assez adaptée au climat local, puisqu'ils ont des potagers, puisqu'ils vivent à l'ombre, puisque ça fonctionne bien, ce qui n'est pas le cas du système américain, bien entendu. Et entre 1850 et 1900, les énergies arrivent, donc Titusville, le pétrole en 1852, et à partir de 1900 en Europe, en particulier en France, on considère que l'énergie est disponible pour tous, on a tous accès au charbon qu'on se fait livrer par les charbonniers, il y a la cave à charbon, et là, les architectes sont dans leur cœur joie. Parce que tout d'un coup, quoi qu'ils fassent comme schéma, quoi qu'ils fassent comme dessin de maison, tout d'un coup, les énergies fossiles permettent de supporter le climat. Alors, ils n'ont pas encore la clim, la climatisation. Mais en tout cas, ils peuvent construire à peu près n'importe quoi, mettre du verre à peu près n'importe où, même orienté au nord, il suffit de chauffer plus. Et plus la maison est bourgeoise, plus il y a de chauffage. Donc les cheminées se multiplient. Vers 1900-1910, tout d'un coup, les gens ont le droit à l'électricité et exigent le droit à l'électricité. C'est-à-dire qu'on amène l'énergie chez eux. Ils n'ont même plus besoin de demander à un charbonnier de livrer. L'énergie arrive par un fil. Un fil à la patte. Hein, enfin, un fil. 1930, c'est le béton. Donc un système dérivé de celui de la chose, c'est-à-dire qu'on la brûle beaucoup plus, qui consomme beaucoup plus d'énergie. Je vous rappelle que le ciment est
le matériau qui consomme le plus d'énergie dans le monde, très largement, c'est pratiquement 5% de l'empreinte écologique, l'empreinte environnementale mondiale. Et les premiers sont des poteaux dalles, il y a Perrier surtout qui fait ça, donc des systèmes, des immeubles en poteaux et des dalles, des poteaux et des dalles, des poteaux et des dalles. Le gros avantage, c'est qu'on applique dessus la façade qu'on veut, plus ou moins travaillée, plus ou moins élaborée. Elle pourrait être plus ou moins isolante, mais ce n'est pas leur débat à l'époque. À l'époque, c'est surtout, on met ce qu'on veut devant. Mais d'un propriétaire à l'autre de l'appartement dans l'immeuble, on bouge les cloisons, rien ne porte. Il n'y a pas de mur porteur. Il y a des poteaux porteurs et des dalles. Et 1945, 1950, ce qu'on a appelé la reconstruction. Alors là, c'est béton-acier. Pourquoi c'est béton-acier? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que travailler le béton ne demande pas une technologie très compliquée ou ne demande pas beaucoup d'expérience pour sa mise en place. Alors, sa production, oui, c'est industriel. Mais sa mise en place, c'est relativement facile. On met de l'eau, à la fin, ça tient. Alors, si on met délicatement la bonne proportion d'eau, c'est mieux. Mais si on est un peu large, c'est pas trop grave, ça tient. Bon, ça fait semblant. L'autre chose bien plus importante, alors pardon, ça c'est important parce qu'après-guerre, on a les ouvriers qu'on trouve. Les gens du bâtiment sont peut-être morts à la guerre, enfin il en reste moins. Et puis, je vous rappelle qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a détruit énormément de bâtiments. Autant la première avait beaucoup cassé les hommes, donc les gueules cassées, autant la Seconde Guerre mondiale, les bombes ont explosé des villes entières. Et le béton devenait indispensable parce qu'on était obligé, par le plan Marshall, de consommer beaucoup d'acier américain. Pourquoi? Parce que dans l'effort de guerre américain, qui nous a sauvés d'ailleurs, ne l'oublions pas, il a fallu beaucoup d'acier pour faire des tanks, pour faire des obus, des armes, etc. Et que cet acier, il était produit par des aciéries, qu'il fallait bien qu'elles tournent. Donc utiliser du fer à béton permettait de consommer beaucoup de cet acier qu'on s'était engagé à consommer moyennant le plan Marshall, c'est-à-dire des prêts tout à fait considérables qui nous ont permis de reconstruire le pays. 1960, on est dans des années 60, on est dans... Comment dire? Les jeunes commencent à en avoir marre du système, ils n'y croient plus. Ça ne va pas, c'est trop capitaliste, il n'y a pas de valeur. Et ces hippies, c'est le nom qu'on leur a donné, avant ça s'appelait beatnik d'ailleurs, enfin bon, les hippies, eux vont prôner la liberté, la paix, les petites fleurs, et des communautés d'entraide. Et ils vont réinventer beaucoup d'architecture, parce qu'ils ont 3 francs 6 sous et pas beaucoup plus, donc il faut se débrouiller avec ce qu'on a sur place, donc utiliser les matériaux du chantier ou à côté, et souvent copier les habitats vernaculaires traditionnels de la région, qui vont s'avérer efficaces. Mais parmi ces hippies, il y avait un certain nombre de gens qui étaient des ingénieurs, qui avaient pris une ou 2 années sabbatiques, qui étaient des gens de qualité, et qui, une fois retournés dans le monde, entre guillemets, réel, avaient peut-être encore un peu les cheveux longs, mais avaient surtout des choses à prouver, et employaient des grandes universités, en particulier le MIT, pour simuler les impacts thermiques, l'efficacité thermique de solutions que ces ingénieurs, quand ils étaient encore hippies, avaient copié des villages traditionnels. Et là, on s'est rendu compte tout à coup de l'importance de l'efficacité thermique de choses comme, je rappelle qu'on a l'air du béton, de choses comme les murs en adobe, comme les voûtes, comme des choses qu'on avait un peu oubliées. Et bon, ils ont été assez peu entendus, sauf par ces grandes universités américaines, parce que la priorité était encore à la reconstruction. Je vous rappelle qu'en Europe, il fallait attendre des années pour avoir un appartement ou une maison. Et on prenait ce qu'on trouvait. Le nombre de foyers de jeunes qui vivaient chez leurs beaux-parents était considérable. Ils en avaient vite assez. Mais... Alors les hippies, je vous en ai montré dans les tropiques. Il y en avait évidemment d'autres en Scandinavie. Les maisons ne sont pas les mêmes, s'il faut s'adapter au climat. Et puis, 1990, on arrive dans les architectures conceptuelles. Alors là, tout d'un coup, ce sont des concepts. Ce sont des concepts, ça veut dire que, de toute façon, en béton et en acier, on fait à peu près ce qu'on veut comme forme, ça tient.
On peut faire des grandes dalles flottantes sans appui au bout, projetées dans l'air. Ce que je peux vous raconter, on peut mettre du verre sur toutes les façades, y compris au nord. On peut faire des immeubles qui sont très hauts en acier, en verre et en béton. Et on compense tout ça avec de la climatisation, donc du pétrole, et du chauffage, donc du pétrole, et éventuellement de la ventilation aussi, donc du pétrole, et éventuellement aussi, on interdit aux gens d'ouvrir les fenêtres pour être sûr que ça fonctionne bien. C'est pas vraiment parfaitement confortable, mais c'est ce à quoi se sont habitués beaucoup de professionnels qui travaillent dans des bureaux entre les années 90 et les années 2010, enfin pas une vingtaine d'années, une bonne génération. Et aujourd'hui, on commence à se dire l'architecture conceptuelle, c'est pas mal, mais peut-être qu'on peut faire autre chose. Et je pense que votre projet sera un peu différent, mais nous en parlerons. Et nous avons maintenant de nouvelles normes, de nouvelles règles qui nous imposent de prendre en compte la capacité des bâtiments, leur orientation, la manière de construire, pour qu'on gaspille un peu moins d'énergie pour rien. Entre-temps, en 2001, nous avons eu le 9/11, c'est le 11 septembre. Nous avons eu un problème majeur, c'est des terroristes auraient fait tomber, auraient jeté 2 avions dans les tours jumelles à New York et les auraient fait s'écrouler. Et je vous parle de ça parce que c'est un laboratoire à ciel ouvert. Tout d'un coup, on s'est trouvé avec 2 bâtiments écroulés, un nuage de poussière colossal et des sauveteurs, pompiers essentiellement, travaillant dedans et respirant tout ce que ces bâtiments émanent, tout ce qui émane de ces bâtiments quand ils s'écroulent ou qu'ils prennent feu. Alors les tours jumelles avaient été isolées à base d'amiante jusqu'au 40e étage, avant que la loi l'interdise formellement. Et après, ils ont été isolés à base de fibres de verre. De fibres de verre, pas du tout. De fibres de roche. C'est important, parce que les sauveteurs du Trade Center, au début, ont beaucoup souffert des effets chimiques. Les fenêtres, en brûlant, les fenêtres ont dégagé pardon, les fenêtres PVC, en brûlant, ont dégagé tous les composés benzoïques qu'on peut imaginer, donc les gens sont empoisonnés, et on les a soignés très vite contre les empoisonnements, à base de lait, mais aussi à base de médicaments assez violents, pour arriver à les sortir. Ça, on y est arrivé. Mais ce dont ils meurent depuis une dizaine d'années, et encore aujourd'hui, c'est des reins, les glandes surrénales, parce que les fibres de roche contiennent, entre autres, des fibres très 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 fines, tellement fines que non seulement elles rentrent dans le poumon, mais que du poumon elles passent dans le sang. Par le même passage par lequel passe le CO2 pour sortir dans le poumon, du sang dans le poumon. Et qu'une fois dans le sang, le rein filtre tout ça et les reins se saturent. Et ces sauveteurs meurent de glandes surrénales complètement bloquées. Quand ce n'est pas d'emphysème du poumon ou de problèmes cardiaques, puisque ces fibres vont passer à travers la paroi des vaisseaux sanguins et attaquer les organes. Toujours depuis 2000, nous avons, à côté du béton dont on parlait et des tours en verre extraordinaires que l'Occident a exportés jusqu'aux confins des tropiques, puisque le monde entier a des tours en verre, tout ça très beau, trouverait ça très beau, paraît-il. On a des gens qui se sont mis à construire des maisons avec des pneus de récupération, des palettes de récupération, avec des plastiques de récupération, et qui arrivent à faire des earthships extraordinaires, autosuffisants, autonomes, qui ne répondent à aucune norme architecturale, en tout cas pas celle des bâtiments de France, mais qui prouvent leur efficacité tous les jours et qui ont une empreinte écologique quasiment nulle. Enfin, très très faible en tout cas, quasiment nulle, j'exagère. Très très faible. Et cet exemple de frugalité, c'est peut-être notre avenir. Gardez-le en tête. Tout ce qui n'est pas strictement obligatoire dans votre maison en termes de structure, en termes de volume, en termes de résistance thermique, phonique, hydrique, hydroscopique et autres, donc en particulier les extérieurs, peuvent être sans doute faits en utilisant beaucoup de matériaux de récupération. Et c'est ce qu'on appelle la frugalité, c'est ce qui est l'avenir.
Voilà, donc aujourd'hui nous sommes à l'époque de l'empreinte carbone. C'est comment dire? L'empreinte carbone, c'est un mot qui a été imposé par une nouvelle réglementation qui s'appelle la RE 2020, qui prend en compte les matériaux, l'empreinte des matériaux écologiques en tout cas, des matériaux qu'on utilise dans un bâtiment, qui prend en compte leur consommation ces matériaux ont besoin d'entretien, et qui prend aussi en compte l'éventuelle destruction du bâtiment à la fin de sa vie et la réutilisation des matériaux qui l'ont composé. Et je pense que le projet que vous allez édifier va se baser là-dessus. D'abord, parce que vous allez y être contraint par la loi, parce que ce n'est pas nécessairement une réglementation, c'est une loi. Et la seconde chose, parce que c'est notre avenir qui dépend de ça, c'est-à-dire arriver le plus possible à recycler des matériaux et le plus infiniment possible pour que nos successeurs, les générations qui nous suivent, aient encore une terre habitable et encore des matériaux à utiliser et puissent y habiter correctement. Dernier point, ayez en tête que les bâtiments que vous construisez aujourd'hui seront encore debout dans 50 ans, qu'ils auront vécu un changement climatique fort et qu'ils devront encore être confortables dans 50 ans. Donc n'hésitez pas à penser thermique, à penser hydrique et surtout à penser confort. Parce que finalement, quand on a un projet, ce qui est important, c'est d'y vivre bien et d'y vivre heureux. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une journée extraordinaire, mais en attendant, j'espère que vous avez plaisir à parler d'histoire avec moi. Bonne journée. Au revoir.